bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 361e rencontre Vlil. Et ce soir, on est donc avec Mona Messine pour son deuxième roman Villa Bergamote, qui est ici. Magnifique couverture encore, des éditions Bouclard qu'on apprécie particulièrement. Après donc un premier roman qui s'appelait Biche aux éditions Livre Agité, pour lequel on t'avait déjà reçu pour le prix Première Parole du festival Terre de Parole. Tu étais déjà venu une fois en trio avec deux autres auteurs. On a la chance maintenant de t'avoir pour nous pour à minima 1h30. On verra 3 heures, 4 heures, 5 heures. Nous verrons bien. Je suis ravi de te retrouver, Mona, pour un nouvel ouvrage très, très singulier. Comme je te le disais en préambule, je ne t'attendais pas du tout sur ce credo-là. Et alors, tu m'as encore plus surpris. On va commencer par une question parce que j'ai vu que dans ta biographie, tu étais hypergraphe, synesthète et surfeuse. Alors en effet, trois éléments très différents. Et justement, j'aimerais savoir en quoi ces trois phénomènes te sont utiles dans ton rôle d'écrivain ou pas, finalement. Est-ce qu'il y a quand même des ponts entre ces trois choses? Alors bonsoir Anthony, bonsoir à tout le monde. Je vois quelques têtes connues et puis quelques têtes d'Instagram aussi. Donc bonjour à tous, tous ceux que j'ai déjà vus et puis ceux à qui j'ai fait un petit coucou virtuel ces derniers jours. Je suis ravie d'être là aussi. 361, j'avais pas vu mais je suis très impressionnée. Petite aparté. Alors. Par rapport à tout ce qui va être biographique, donc effectivement, ce sont des propos qui ont été relevés par Benjamin, mon éditeur, hypergraphe, synesthète et puis surfeuse. Il tenait particulièrement à rajouter le troisième qualificatif. C'est des mots que j'avais mis évidemment aussi sur mon site internet. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces termes-là pour parler de moi, pour me définir? Alors déjà, sachez que c'est très difficile de parler de soi-même et de choisir des termes très précis pour sa biographie. Moi, j'avais envie de quelque chose d'un peu éclectique. L'hypergraphie, c'est peut-être ce qui va renseigner le plus ma façon d'écrire. L'hypergraphie, en fait, c'est quand vous écrivez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Quand un événement de ma vie se passe, j'ai besoin de l'écrire. Donc, j'ai des tonnes de carnets, des piles entières, de papeterie qui va être remplie. Et je puise dans ces textes de la matière pour mes livres. L'hypergraphie, ça provient peut-être d'une difficulté à s'exprimer dans la vraie vie, une difficulté de parole ou alors au contraire une facilité de parole mais un cerveau qui va à 100 à l'heure et donc un besoin de faire passer très rapidement des phrases et des messages. Et ça se traduit physiologiquement, hein, c'est un terme finalement qui est médical. Ça se traduit par voilà, un volume d'écrit absolument euh, très très important, on va dire. Est-ce que ça m'aide dans la rédaction des livres? C'était ça ta question. Est-ce que ça m'aide ou pas? Alors plutôt pas, parce que bien sûr que c'est très bien d'écrire beaucoup, mais après il faut trier. Et trier, c'est difficile. Trier, c'est renoncer, c'est choisir. Et donc, forcément, même si j'ai beaucoup de matière pour mes manuscrits, après, la partie de mes textes que je dois retravailler est très, très importante. Donc, j'ai plutôt beaucoup d'idées, beaucoup de volumes de textes et donc beaucoup de temps de retravail sur mes textes, puisqu'ensuite, il faut en faire quelque chose de structuré, ce qui n'est pas toujours le cas quand on écrit en masse, comme je peux le faire parfois. La synesthésie, c'est plutôt pratique. C'est la capacité, en fait, c'est la facilité de mélanger ses sens et sa sensorialité. Par exemple, je peux voir la musique, je peux sentir des couleurs. Pour moi, les numéros, les jours de la semaine, etc., ont des couleurs et des odeurs. Et ça multiplie un petit peu l'imaginaire. Je connais beaucoup d'auteurs qui ont cette aptitude-là et surtout des auteurs de poésie. Voilà, on m'a dit souvent que ma poésie pouvait provenir de là parce que j'associe des choses qui sont pas forcément communément associées. Et ça, c'est plutôt pratique, mais c'est vrai que j'explore encore parce que je connais pas. J'ai découvert il y a pas longtemps que c'était un truc pas tout à fait commun, ou en tout cas qui était pas la norme, parce qu'on ne sait pas tout de suite en fait qu'on a ça. C'est quand on s'aperçoit que les gens n'associent pas les noms et les couleurs et les odeurs ensemble que un jour je me suis dit mais je suis complètement timbrée ou qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai cherché un petit peu et puis j'ai découvert ça. Euh, et alors, mon préféré, évidemment, c'est surfeuse. Surfeuse parce que là, c'est vraiment au sens premier du terme. Moi, j'adore le surf. J'en pratique, je le pratique assez régulièrement. Le surf m'a énormément aidée
parce qu'en plus, j'ai commencé à surfer quand j'ai commencé à écrire. Vraiment dans la même temporalité, la même saison, les mêmes semaines. Je pense qu'il y a un moment de ma vie où j'avais beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et donc, comme je l'ai dit pour l'hypergraphie, aussi beaucoup de choses qui me passaient dans la tête. Et c'est à la fois super de s'exprimer par l'écriture, mais ça engendre beaucoup, beaucoup de choses coincées dans le cerveau qui vont s'entremêler et ça donne diverses insomnies, diverses anxiétés, etc. Et le surf est l'opposé total pour moi de l'écriture, c'est-à-dire que c'est là où je vais complètement lâcher prise, où je vais arrêter de penser. Et c'est sur une planche de surf que j'ai réussi à me dire des activités existent pour que je puisse lâcher prise et me détendre par rapport à l'écriture. Et que je me suis dit, allez, on va écrire parce que c'est pas. Écrire des textes, à un moment, je pensais que c'était presque une condamnation. Je pensais que c'était quelque chose qui était difficile, un destin négatif. Et en fait, balancer ça avec le surf, ça m'a complètement détendue. Et c'est vrai que j'ai croisé aussi dans mon parcours d'écrivaine des écrivains ou des personnes à qui il est arrivé des choses assez graves et qui se sont exclus du monde pour aller surfer. Je pense par exemple à Ségolène Vincent, qui est une journaliste qui avait vécu les attentats de Charlie Hebdo et qui n'a retrouvé du calme qu'en s'installant au bord de la mer pour aller surfer. Parce que c'est vrai que ce moment, en fait, où on est posé sur la planche de surf, où on arrête de penser, c'est là où votre corps va ressentir un certain équilibre et c'est cet équilibre-là qui va permettre de glisser sur l'eau. Et si vous pensez trop, vous allez, je sais pas moi, bouger votre bras ou votre jambe pour vous rappuyer comme il faut. C'est là que vous allez tomber en surf en fait. C'est quand vous allez penser et que vous allez bouger. Alors que si vous laissez le flow passer comme ça, là vous allez prendre une super vague. Et en fait, ce moment précis où le soleil, l'eau, le vent et votre corps s'alignent, il est complètement magique en fait. C'est le même genre de bonheur qu'on peut ressentir quand on a une lecture magnifique. Et c'est vraiment une sorte de lâcher-prise que j'utilise beaucoup. Moi, quand j'écris, justement, je fais des semaines surf-écriture en fait, pour pouvoir équilibrer un petit peu mon cerveau et ma façon de travailler. Sinon, voilà, sinon je peux vite devenir un peu stressée quand j'écris. Voilà. Eh bien, quelle belle définition du surf, en effet. Alors justement, tu disais que tu avais beaucoup de matière, beaucoup de textes. À partir de quel moment décides-tu de choisir un sujet et d'y aller véritablement jusqu'au bout? Est-ce que, et pour en finir évidemment, pour en finir avec comme finalité, pardon, Villa Bergamote, jusqu'à quel moment tu t'es dit que le sujet était peut-être plus important que tout le reste? Vu que tu as beaucoup d'idées, quel est le déclic? Quel est le déclic pour choisir la bonne idée et pour la finaliser surtout? Pense qu'à un certain moment, l'idée finit par m'habiter tellement fort que j'y pense jour, nuit, réveil, etc. Pour Villa Bergamote, c'est un petit peu plus précis. C'est que je me suis beaucoup marrée en écrivant ce texte. Et c'était super plaisant de l'écrire, en fait. Et donc, c'était comme une sorte de passion. J'étais passionnée par écrire cette histoire. J'avais envie de trouver des blagues pour la raconter, de trouver les bonnes répliques de dialogue, de faire beaucoup de recherches aussi sur le sujet précis des hommes politiques condamnés, puisque c'est une partie du sujet du livre. On en reparlera. Et en fait, je ne pouvais pas lâcher ce texte tout simplement parce que je rigolais beaucoup en l'écrivant. C'était très plaisant à écrire. Après, il faut savoir que je l'ai écrit en 2017-2018. Donc ça fait un petit moment déjà. Je l'ai écrit même avant Biche et avant plein d'autres manuscrits que j'ai écrits. Je pensais pas forcément que Villa Bergamote deviendrait un livre. C'était un manuscrit que j'avais un petit peu dans mon tiroir. Et c'est en parlant avec Benjamin, donc mon éditeur des éditions Bouclard, qu'on s'est dit qu'on allait le faire devenir livre. À l'origine, c'était plutôt un projet plaisant pour travailler ma plume, pour mettre quelque chose en forme. Mais je travaillais pas forcément dans l'optique de le publier et j'appelais pas des éditeurs pour publier ce livre-là. J'étais sur d'autres projets jusqu'à ce qu'on en parle et qu'on se dise quand même un livre qui nous fait rire comme ça nous ferait du bien aussi de le publier avec Bouclard. Et voilà, simplement. Très bien. Alors évidemment, on va parler de Villa Bergamote, cette histoire à la fois connue et inconnue. Ce qui est sûr, c'est que premièrement, c'est bourré de références. C'est bourré de références à la fois culturelles, politiques, sociales.
Alors peut-être que j'ai surinterprété beaucoup de choses aussi. Dès le début, j'y ai vu du Kafka avec ce cancre-là, avec cette métamorphose, qui peut avoir aussi un sens au sein du texte, parce que ces hommes politiques, ces femmes politiques, puisqu'il s'agit d'un couple, pour le coup, on va en reparler, un célèbre couple politique dont on taira le nom par volonté éditoriale et littéraire pour que aussi vous puissiez acheter le livre et voir de quel couple il s'agit, même si ça va être quand même plutôt simple quand on va évoquer le fin fond du livre. Bref, j'aimerais que tu nous parles déjà de Roxane parce que c'est un personnage principal, cette femme qui donc se marie avec le fils du couple politique qui a donc beaucoup d'affaires en justice en jeu, beaucoup de craintes, qui se réfugie dans une certaine villa bergamote. Et évidemment, le titre est aussi évocateur pour une autre affaire. Bref, parle-nous d'abord de Roxane, cette femme qui semble évoluer dans un milieu qui n'est pas le sien, puisqu'on la traite souvent de clocharde à son époque, un petit peu avant. Ce couple-là est proche du pouvoir, potentiellement donc impliqué dans des affaires sordides, louches, la plupart du temps financières. Qu'est-ce qui t'est venu dans l'idée de faire exister un personnage en dehors du système politique? Alors évidemment, dans ce livre, tout commence par Roxane, puisque c'est le personnage principal et aussi la narratrice. On comprend dans les premières pages que Roxane fait une sorte de déposition et va revenir sur jusqu'à 2 décennies de son passé dans lequel elle a rencontré en fait le fils de ce couple politique, s'est mariée avec lui, a eu des enfants avec lui, et puis je vous en dis pas plus, mais en tout cas c'est Roxane qui va raconter cette histoire. Euh, je pense que c'est vraiment par Roxane que le texte m'est arrivé. Effectivement, je m'inspire d'affaires politiques existantes et je pense que c'est un jour où je regardais l'actualité que Roxane m'est vraiment apparue de manière assez franche. Il se trouve que on parle souvent des affaires principales dans les affaires politiques, mais je pense pas que il n'y ait que l'effet principal, c'est-à-dire l'argent, le meurtre, le vol, etc. Je pense que c'est un système et un ensemble de violences qui vont être imbriquées. Or, dans une affaire politique précise, en 2017-2018, j'ai aperçu un fait divers dans lequel la belle-fille d'un couple politique qui venait d'être effectivement condamné déposait plainte pour violence conjugale contre son compagnon. C'était donc le fils de ce couple politique. Et le fait que le spectre des violences soit large et aille jusque-là m'a vraiment frappée. J'ai pas l'impression que ce soit un hasard, en fait, si la violence intervient dans un système où une famille élève un gosse qui deviendra son mari sans valeur, sans bienveillance, avec tout un système, en fait, de violences qui s'entrecroisent. Et j'ai trouvé que le continuum des violences était particulièrement frappant à ce moment-là. Donc moi, j'ai eu envie de partir de cette femme. Je rappelle que quand j'ai écrit ce texte, on est avant MeToo hein, quand même. Donc il y avait peu de sujets autour des violences racontées en littérature, des violences contre les femmes. Et j'ai trouvé ça hyper frappant, en fait, qu'on oublie complètement cette personne, qu'on pense uniquement au crime d'argent du couple politique, et que cette nana, cette pauvre nana qui avait, pauvre au sens, la pauvre, hein, pas au sens, euh, enfin, pas au sens négatif pour elle, au contraire, j'éprouve beaucoup de peine. Mais cette nana, en fait, on l'a oubliée très vite, et surtout, elle a été payée pour retirer sa plainte. Donc, c'est vrai que je trouve que ces sujets-là, même si elle a quelque part choisi de se marier avec ce personnage, euh, eh bien, c'est assez fascinant parce que c'est toujours très ambigu. On est sur une frontière, sur une ligne. On en parlait effectivement en préambule. Roxane, ça a l'air d'être une victime, et en même temps, personne ne lui a mis le couteau sous la gorge et elle a choisi quelque part son destin. Ma question, je pense, tout au long de l'exploration de ce personnage, c'est est-ce qu'on choisit vraiment son destin? Est-ce qu'il n'y a pas une forme déjà d'autocensure pour certains actes, pour le fait d'aller bien, de faire des bons choix quand on a grandi dans des milieux défavorisés, puisque c'est le cas de Roxane? Est-ce que côtoyer certains types de personnes ne fait pas ensuite qu'on a des insensibilités à la violence, ou du moins qu'on ne s'aperçoit pas qu'elle est autour de nous?
ou qu'on décide de fermer les yeux, qu'on décide de l'oublier. C'est sur cette frontière-là que j'avais envie de positionner ce personnage, puisqu'elle le dit elle-même, ce sont des choix qu'elle a fait au fur et à mesure, de s'allier avec ces gens-là, de profiter de la villa Bergamote, puisque toute l'action se passe dans cette villa des Caraïbes et qu'on voit Roxane faire la fête, profiter de plein de choses qui sont luxueuses et puis aimer finalement quand même ces années de villa. Euh, et je trouve que les personnages principaux sont chouettes quand ils sont ambigus, quand ils ont des défauts et des qualités, on le sait tous. Si c'est un personnage parfait, c'est un peu moins intéressant. Et donc j'ai beaucoup aimé Roxane à travers ça, sachant qu'on est tous capables aujourd'hui de lui dire qu'il aurait mieux fallu faire attention, mais peut-être que sur le moment, à sa place, on ne sait pas quel choix on aurait pu faire. Et c'est vrai que j'ai rarement vu un personnage aussi peu manichéen que cette Roxane. Elle est vraiment brumeuse, elle est tout en nuances, elle est parfois vénale, elle a parfois un comportement d'une mère exemplaire. Elle est quand même, elle a de multiples facettes et je pense qu'on est un petit peu tous comme ça. Je trouve qu'en littérature, souvent les personnages sont trop campés dans des camps. Et je trouve que là, j'ai rarement vu un personnage qui ait autant de casquettes, autant de difficulté finalement à exprimer ce qu'elle désire, ce qu'elle n'aime pas. On a l'impression aussi qu'elle est peut-être enfermée dans un rôle, mais sans pouvoir y sortir et sans vouloir y sortir. C'est ça qui est intéressant, c'est que la volonté de faire le premier pas, on a l'impression qu'elle n'a pas tant envie de le faire que ça. Et en même temps, de l'autre côté, elle sent des choses, elle écoute des choses, elle entend le bruit des mallettes et des billets qui claquent. Ça, c'était très impressionnant aussi. Je trouve que là, la sensorialité dont tu parlais tout à l'heure, elle se matérialise aussi de manière même parfois un peu glauque, un peu déstabilisante. C'est un roman très déstabilisant, notamment sur le style, mais aussi dans le personnage de Roxane, qui vraiment épate par ses difficultés au quotidien, notamment par sa mémoire également. Sa mémoire est extrêmement défaillante. Alors, sa mémoire est défaillante pour deux raisons principales. La première raison, c'est qu'il y a quand même une myriade d'alcool et de substances dans ce livre qu'elle va plus ou moins essayer. Elle va essayer de s'éloigner au début des drogues principales, notamment dans la première soirée qui a lieu à la villa. Elle pense bien faire, mais finalement, elle va tomber dans les médicaments et notamment, voilà, je pense, des antidépresseurs. Donc forcément, ça va modifier un petit peu son état de compréhension des choses. La deuxième raison pour laquelle la mémoire de Roxane est défaillante, et je pense que Delphine l'a bien écrit là dans la conversation, c'est qu'en fait Roxane se voile la face. Peut-être que pour accepter une partie de ce destin, parce que en fait quand on veut à tout prix quelque chose, et ce que veut Roxane, c'est être aimée et en même temps avoir accès à un certain niveau de vie, un certain confort. Elle ne s'en cache pas et en même temps elle en est désolée. Eh bien, pour accéder à ça, elle n'a trouvé qu'un moyen où il y avait un revers de la médaille quand même assez important, qui est de vivre dans une famille criminelle et elle le sait quand même assez rapidement. Euh, donc elle est obligée de se voiler la face pour continuer. Elle ne peut pas admettre au départ, quand elle fait des enfants avec cet homme-là, elle ne peut pas admettre qu'il y a quelque chose qui va mal aussi fort. Peut-être aussi que Roxane a une envie d'ambition par rapport à un métier qu'elle voudrait exercer. Elle est quand même aussi en volonté de réussir professionnellement dans le milieu du journalisme à la télévision. Est-ce que c'est un journalisme qui est culturel, fouillé, sérieux? Pas forcément. Elle est quand même très attirée par la lumière, par le luxe. C'est notamment pour ça que la villa a un effet aussi fort sur elle. Et c'est aussi parce que ses beaux-parents lui offrent la villa en cadeau de mariage, le croit-elle en tout cas, que elle va complètement penser qu'elle est arrivée, parvenue et oublier les à côté qui accompagnent ça. Et je pense que dans la vie, ça peut arriver à beaucoup de gens en fait alors peut-être pas dans ces niveaux extrêmes-là, mais de se voiler la face parfois sur des choses parce qu'il y a quelque chose qu'on voulait depuis très longtemps et que pour l'obtenir, on voit pas qu'il y a voilà, peut-être un défaut à notre plan ou alors une valeur sur laquelle on transige un peu. Et je trouve ça assez fascinant, ces moments humains dans lesquels on peut voir des amis, des collègues, des gens en fait oublier leur morale pour quelque chose qu'ils voulaient très fort, qui n'était pas forcément négatif à l'origine, mais parce que la seule façon de l'atteindre, eh bien, c'était voilà, de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'il y avait derrière comme problème. Et tu as dit, tu t'es peut-être un peu trahi, tu as dit, je pense des antidépresseurs. Ça veut dire que même l'autrice n'est pas certain de ce que prennent les personnages. C'est intéressant ça.
Comme Roxane me racontait qu'effectivement elle prenait des substances mais qu'elle avait un peu oublié, moi je sais pas si elle mentirait pas un petit peu Roxane. Peut-être qu'elle a pris d'autres choses. Et peut-être qu'elle nous raconte des cracks depuis le début et qu'elle est allée beaucoup plus loin que ce qu'elle dit. Ça reste une déposition. C'est un personnage qui veut quand même garder la face, qui a deux, presque trois enfants dont elle doit s'occuper et qui fait très attention à sa réputation. Donc Roxane peut-être ne dit pas tout non plus. Roxane ment beaucoup et c'est aussi pour ça peut-être que certains passages euh, sont un petit peu flous sur la temporalité. Je ne sais pas si c'est que sa mémoire qui est défaillante ou si elle est aussi légèrement peut-être un peu manipulatrice. Et puis, c'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule, c'est que je trouve que tu te familiarises de plus en plus avec la notion de proie. Dans Biche, c'était une biche, un animal. Cette fois-ci, c'est Roxane. Je la considère comme une proie au système politique, pas forcément à son univers familial, mais plus au système organisé. Est-ce que c'est une matière textuelle dans laquelle tu as envie de te plonger totalement? Est-ce que c'est ton leitmotiv finalement? Est-ce que tu as envie de faire parler les proies en littérature? Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, je n'avais pas identifié ce motif de proie dans Villa Bergamote, mais c'est très juste. En tout cas, je ne l'avais pas formulé, mais tu me fais découvrir une facette du texte aussi. Et c'est vrai que, à la différence de la biche, Roxane est un peu plus dans la merde quand même. La biche, au moins, va réagir de manière un petit peu violente et fort. Donc la biche a une fin de vie qui sera plus positive. Roxane, elle a planté sa vie. Ce qui est saisissant, en fait, dans ce personnage, c'est que malgré le décor luxueux dans lequel elle a évolué, toutes les chances qu'on lui a offertes, elle en a fait quelque chose de sale. Elle en a fait quelque chose où elle pourra jamais récupérer la bienveillance des autres, son bonheur. Elle est fichue, Roxane, en fait. Elle s'est tirée elle-même des balles dans les pieds, je pense, quelque part. Donc, est-ce qu'on peut parler de proie? Oui, parce qu'elle est acculée à tous les chapitres, il lui tombe quelque chose de plus sur la tête. Je me souviens quand j'envoyais les chapitres à mes éditeurs chez Bouclard, un des éditeurs, Thierry, qui a fait cette superbe couverture, me disait Quoi? Mais il lui est encore arrivé un truc. Et en fait, ça va en dégringolant. Elle arrive de justesse à s'échapper, mais son destin derrière cette échappade, il sera assez morne, puisque Roxane, elle est quand même fascinée par le luxe et perdre tout ça, elle va le regretter toute sa vie. Elle est toujours pas elle-même convaincue qu'elle a fait un bon choix, en fait, en faisant cette déposition, en faisant cette marche arrière. Donc, vraiment, c'est une proie parce qu'il lui arrive des choses dessus, mais la question de est-ce qu'elle aurait pu ouvrir les yeux avant? M'a vraiment animée pendant tout le texte. Et il y a d'autres personnages euh, qui vivent dans le même endroit qu'elle, qui viennent aussi à Villa Bergamote, qui sont les domestiques, la gouvernante et le jardinier, ce sont mes personnages préférés, qui côtoient le même milieu en fait, qui pourraient avoir des grands rêves aussi d'accéder à ce luxe comme elle, puisqu'elle a les mêmes origines qu'eux, mais eux ne vont jamais faire semblant ou fermer les yeux. Et c'est là toute la différence en fait, entre est-ce qu'on est une proie euh, ou est-ce qu'on se laisse être proie parce qu'on cherche quelque chose d'autre? Et toute cette ambiguïté, en fait, ça ne veut pas dire que Roxane mérite ce qui lui arrive. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui font d'elle quelqu'un qui va accepter ce qui lui est arrivé. Alors, parmi ces autres facteurs, évidemment, il y a les origines sociales. C'est vrai que quand on grandit dans un milieu voilà, qui est peut-être pauvre, défavorisé, et que pendant ses études, on voit tout autour de nous des personnes qui vivent très facilement dans le luxe, ça peut donner envie. Et je pense elle a trébuché peut-être à ce moment-là, Roxane, c'est d'avoir des trop grandes envies, pas du tout par rapport à son milieu, évidemment qu'on peut rêver à mieux, qu'on peut rêver à plus. Mais elle n'a pas mis en face de ça des valeurs solides pour pouvoir acquérir ce dont elle avait envie de manière morale, en fait, tout simplement. Alors, je sais qu'en tant qu'écrivain, on n'est pas trop censé faire la morale ou parler de morale, mais Roxane a un vrai problème de morale, pour le coup. Après, elle fait comme elle peut, elle a des enfants, donc c'est dur aussi de partir d'un milieu luxueux quand on pense qu'on sera à nouveau à la rue, qu'on l'a déjà été et qu'on a des enfants. Ça, je pense que c'est très dur. Donc moi, je pense que je comprends pourquoi elle est restée. Et en même temps, c'est fascinant de voir pourquoi des fois
elle s'est posé la question et pourquoi des fois elle a fermé les yeux. Alors j'étais persuadé que ton personnage préféré, c'était Alain, moi. Ah oui, aussi, ouais, ouais. Ah, Non, t'as raison. parce qu'il est pas là pour rien, mine de rien. C'est vraiment un témoin. C'est un chien, donc il y a encore de l'animalité dans le texte. Mais Alain, il a ce petit charme. C'est peut-être le plus charmant des personnages. Finalement, on a l'impression qu'on est dans une sorte de scène théâtrale où tout le monde a sa part de glauque, a sa part de. Finalement, c'est l'usage de la parole en réalité qui pourrit tout. Le seul qui ne parle pas, c'est Alain. Qu'est-ce que tu voulais mettre derrière ce chien qui est entre guillemets le jouet de Madame? Bon, alors évidemment, comme il y avait un couple de politiciens un peu vulgaires, il fallait qu'il y ait un chien avec eux. Sinon, le tableau n'était pas complet. Je pense à un chien qui serait forcément super chouchouté par Madame et en même temps très attachant, parce que les chiens sont toujours très attachants. On n'est pas vraiment sûr qu'il aime sa maîtresse. C'est ça qui est drôle en fait dans le texte. Et elle n'a de sentiments que pour son chien. Donc, Madame et Monsieur, les politiciens qui vont être criminels à différentes reprises, n'ont aucun sentiment, même pas pour leur fils, ce qui fait aussi que le fils devient quelqu'un de pas forcément recommandable. Mais le seul moment où on sent des sentiments, c'est les sentiments de Madame envers son chien. Donc, pour moi, la figure du chien, là, elle était un petit peu obligatoire à insérer dans le texte. Et j'ai choisi ce Alain avec ces caractéristiques-là euh, parce que bon, déjà, c'est drôle. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire que le chien prenne une part aussi importante de l'histoire et subisse des péripéties comme tous les autres personnages. Hein. On le sait depuis Biche, je mets les animaux à hauteur d'humain, ça me dérange pas du tout. Tu dis bien que la parole, c'est ça qui va gâcher peut-être les comportements quelque part. Mais il y a d'autres êtres hein, qui sont privés de parole dans ce texte. Donc effectivement, la gouvernante et le jardinier, qui sont eux des êtres humains, ne parlent pas, mais plutôt parce qu'on ne les écoute pas. Donc c'est pas forcément l'usage de la parole qui va conditionner la bêtise ou la malveillance de certains. C'est plutôt le regard et la réception de ces paroles par les autres. Et quand j'ai écrit ce texte, c'était assez fascinant parce qu'il y avait toute une actualité autour de politiciens qui sont condamnés. Mais bon, c'est régulier, on en a en France tout le temps. Là, il y en a encore. Il y a des procès un petit peu partout et tout ça. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que euh, les journalistes racontent ces procès, souvent de manière hyper documentée, puisqu'aujourd'hui, on a accès à tout ce qui va être, enfin, à toutes les cours judiciaires, etc. On a des interviews à la télé et les politiciens parviennent quand même à dire des mensonges gros comme des maisons ou des trucs hyper gros et tout à fait contraires aux faits, tout à fait contraires à ce qui s'est passé ou à ce qui a eu lieu dans les cours de justice. Et ce que je trouve très drôle et très intéressant en termes d'écriture littéraire, c'est que ces phrases-là qui sont prononcées par ces politiciens, les gens savent pertinemment que c'est faux. Mais on va quand même les écouter, d'une part, pas forcément les croire, mais continuer à les écouter, alors qu'il y a un moment, il faudrait dire, mais en fait, arrête de parler, tu dis des trucs faux de A à Z. Il faut arrêter. Et ça, c'est fascinant. Et ce qui est fascinant, c'est que la plupart du temps, les politiciens condamnés, parce qu'ils ont un bagou charismatique comme ça, acquièrent une certaine aura, alors que leurs mots ne servent plus à rien. Leurs mots sont, de A à Z, faux. Et pourtant, on les écoute. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. Ce sujet sur la parole, qui est aussi quelque chose qui m'a vraiment fait travailler ce texte, c'est les liens entre la vérité et la fiction dans la phrase. Est-ce qu'une phrase qui est dite par quelqu'un est fausse ou vraie? Eh bien, peu importe, puisque si on est charismatique, si on est médiatisé, on va vous écouter. Et donc ça, je trouve ça très intéressant aussi d'explorer ces liens entre le mensonge, la réalité, la fiction, le récit. Et c'est vrai que c'est à partir de ça aussi que j'ai mis beaucoup de références hein, dans le texte. La plupart des phrases de dialogue, la plupart des anecdotes sont des choses qui ont vraiment existé. J'ai fait un patchwork d'affaires politiques quelque part. Euh, et plus j'écrivais les choses, les pires choses dans ce livre, plus je me rapprochais de ce qui s'est passé en vrai. Et finalement, mes épisodes qui sont peut-être les moins extrêmes, les moins dramatiques, sont les plus inventés. Voilà. Et donc j'ai trouvé ce jeu en fait entre la réalité et la fiction très, très drôle, très plaisant à faire. Et j'avoue que
Alain, parmi tout ça, eh bien, c'était peut-être un des seuls personnages, voilà, qui ne ment pas. Il est très sincère, un chien, c'est très sincère, ça agit exactement comme ça doit et ça ne va jamais être dans le faux. Les domestiques aussi, effectivement, sont des personnages très sincères et c'est ces trois-là que j'aime le plus parce qu'ils sont simples et qu'il n'y a aucun motif caché, en fait, derrière leurs attitudes. Donc voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour les trois. On les écoute, tu disais que ces politiques, on les écoute, mais surtout on vote pour eux. C'est ça qui est encore plus terrible, c'est que tu le décris très bien dans ce livre-là aussi, mais on le voit tous les jours. Ces hommes politiques, et je dis pas ces femmes politiques, puisque concrètement, il n'y a quasiment que des hommes à 99,9% du temps. Euh, Ces hommes politiques, on vote pour eux. Qu'est-ce que ça décrit qu'est-ce que ça dit finalement du peuple, de la démocratie, du système politique dans lequel nous sommes et dans lequel beaucoup de peuples sont, puisqu'aux États-Unis, on est exactement dans le même domaine, puisque un certain président demain sera investi et a un certain nombre d'affaires politiques qui lui collent à la peau ou aux cheveux, au choix. Pour le coup, Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu es finalement en colère contre la caste politique? Est-ce que tu es en colère contre le peuple? Est-ce que tu es en colère ou est-ce qu'au contraire tu es désabusé? Mais qu'est-ce qui t'anime pour aller sur ce terrain politique sur lequel je ne t'attendais pas du tout après Biche, clairement? Il y a quand même beaucoup d'humour dans le livre, certes, mais ce n'est quand même pas le premier fondement, je pense, de ce que tu as voulu faire. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que ça a un lien avec ta revue également, début? Est-ce qu'il y a une manière aussi de rentrer dans le vif d'une société à travers la littérature? Entrer dans le vif d'une société par la littérature, je pense que c'est fondamental déjà, parce qu'en fait, en tant qu'écrivain, notre boulot, c'est pas de réagir à l'actualité. Je suis pas censée réagir, par exemple, aux affaires en cours, je suis censée avoir du recul. Je suis censée m'insérer avec un regard plutôt sur le temps long, avec de l'analyse, avec voilà, des mots et une façon de créer des personnages et de la fiction qui va peut-être s'immiscer plus dans les têtes et tout ça que vraiment être une réaction à chaud. La réaction à chaud, c'est Twitter, hein, c'est 140 signes. Moi, j'écris des livres, donc j'espère avoir ce temps d'écriture pour me permettre aussi d'affiner une réflexion et de voilà, d'être peut-être plus en détail sur quelque chose. Ça, c'est mon métier, plutôt que de réagir à une actualité. Maintenant, j'ai étudié les sciences politiques. J'ai un entourage qui est forcément déjà politisé, c'est-à-dire que ça se fait complètement dans mon entourage de dire pour qui on vote. Voilà, je sais absolument pour qui votent tous les gens que je côtoie. Et on en parle de manière très saine, hein, même si on n'est pas du tout d'accord. Et j'ai constaté que quand il y avait des affaires politiques, avec des gens condamnés. Ce qui était assez saisissant, c'est que même des gens qui sont contre ces personnes-là politiquement, eh bien, allaient trouver une forme de fascination. Je pense qu'en 2018, il y a eu voilà, un célèbre couple politique qui a été condamné et je me souviens que tout le monde les admirait quand même parce qu'ils arrivaient à faire des sorties hyper humoristiques à la télé. Et j'ai trouvé ça fou d'être à ce point en désaccord politique avec ces gens-là et en même temps qu'on les admire parce que ils étaient marrants. Alors quand je dis marrant, comment dire, c'est du rire jaune, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est drôle, mais ça fait vraiment mal au cœur. Et évidemment, si on étend ça à l'international, donc au Brésil, à la Turquie, aux États-Unis, on se retrouve avec des personnes, et vous le savez autant que moi, qui vont à la fois être saisissantes et sidérantes, et à la fois hyper, hyper puissantes. Et donc forcément, ça fait réagir parce que quand moi j'écris, je me pose la question du réel et de la fiction. Je me dis souvent, est-ce que j'invente quelque chose? Est-ce que si j'écris sur des personnages réels, je peux broder un petit peu? Est-ce que si j'écris ça, c'est assez détaillé? Est-ce qu'on va me croire? Est-ce que je vais réussir à embarquer mon lecteur dans cette histoire-là? Et je dois dire que j'ai été fascinée par certains politiques, par leur degré d'inventivité, pour raconter des mensonges parfois. Fascinée, évidemment, au sens, encore une fois, ironique, hein, c'est-à-dire que je suis fascinée parce que ça va très loin, mais c'est pas du tout quelque chose que je recommande. Euh, et en même temps,
certains vont encore plus loin. Ils disent des énormités qui sont la stricte réalité et on fait semblant de pas l'écouter. Et ça, c'est encore pire. Mentir, c'est pas bien, mais on a l'habitude. Dire la vérité qui est énorme et malsaine et mauvaise et que tout le monde applaudisse, ça, c'était nouveau. C'était nouveau avec Trump, c'était nouveau avec certains politiciens français, etc., etc. Et je trouve ça hyper intéressant en termes littéraires d'explorer ce rapport entre le mensonge et la réalité. Il y a une phrase dans Villa Bergamote dont on a beaucoup débattu avec Benjamin, mon éditeur, qui est tout est faux, mais tout est fou, mais tout est vrai. Et je trouve que parfois dans les affaires politiques, la vérité dépasse largement la fiction. Je pense qu'il y a des matières d'inspiration et voilà. Et tout ce qui était dystopique quand on était adolescent ou jeunes adultes est arrivé et nous fait beaucoup moins rire maintenant. Et peut-être aussi que c'est de là que j'écris parce que je voudrais que un lecteur, un journaliste se pose la question et peut-être que finalement, ce qui m'importe moi dans mon métier, ça va être de qu'on se pose cette question de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce que le fait de plus écouter la vérité apporte, pourquoi ça pose question, qu'est-ce que ça change dans la société. Donc c'est pas tant les affaires politiques sur lesquelles j'ai voulu réagir parce que déjà j'ai pas la compétence et puis oui effectivement tu disais est-ce que tu serais pas blasé ou enfin dépité de tout ça, évidemment qu'il y a une partie de ça mais c'est pas le principal. J'ai de la chance, je vais toujours voter, je suis toujours convaincue par le vote et la démocratie et le fait de pouvoir avoir une société meilleure, mais on sait bien qu'il y a des énormes limites à tout ça, à tout ce que je suis en train de dire. Et donc, je me pose des questions peut-être plus sur le long terme, autour du discours, de l'information, de pourquoi on laisse la parole à des gens qui mentent et pourquoi quand on dit des vérités, parfois on ne veut pas les entendre. Voilà. Et je vais te citer sur une phrase qui rejoint ce que tu dis. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire, et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. C'était leur façon à chacun de réagir aux menaces qui montaient. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. On pense à l'affaire Clearstream, on pense à Cahuzac, on pense à tant d'autres affaires qui n'ont fait que rajouter des couches aux couches pour que le public ne comprenne rien et potentiellement soit fasciné par ces hommes politiques. Je trouve que tu as une véritable acuité sur le monde, sur la société et sur la politique que tu décris, parce que à chaque page, ou presque, on se dit, mais oui, mais c'est exactement cela. Et je trouve que tu creuses un sillon véritablement dans le milieu politique que j'aimerais beaucoup te voir développer à nouveau parce que clairement, il y a, alors ça ne veut pas dire qu'il faut écrire peut-être chaque livre sur la politique, mais en tout cas, il y a clairement une véritable acuité et un regard pertinent sur chaque phénomène et chaque situation que tu décris. J'aimerais qu'on revienne finalement à la Villa Bergamote. On n'en a pas encore parlé réellement parce que c'est le lieu principal des lieux, des faits. C'est un lieu fantasmé par Roxane. C'est un lieu apparemment somptueux. On pensera notamment à la Villa Pamplemousse et on imagine que c'est un lien particulier avec la Villa Bergamote d'un célèbre couple. J'en dis pas plus. Qui est situé donc aux Antilles. C'est un cadeau de mariage. Quel rôle tu voulais finalement donner à cette villa, cet écrin qui est une sorte de refuge finalement, qui est à la fois une prison et en même temps un refuge, une sorte de prison dorée, mais on a l'impression que c'est véritablement un refuge pour délinquants, criminels. Qu'est-ce que tu voulais mettre et quel charme tu voulais surtout opérer derrière cette villa Bergamote? Parce que clairement, la couverture est somptueuse et on imagine le charme absolu, voire même peut-être un petit peu plus en amont des années 2000, puisque le texte, les faits se déroulent avant les années 2000. On imagine presque une époque un petit peu plus lointaine, un petit peu plus caustique. Qu'est-ce que tu voulais mettre derrière tout cet engrenage de paysages, de décoration? Il y a beaucoup, la villa est beaucoup décrite aussi. Euh, quel charme finalement tu voulais mettre derrière cette villa Bergamote? Comme on se refait pas, j'ai utilisé un peu le même stratagème que dans Biche, c'est-à-dire que j'ai utilisé le décor comme personnage.
Je trouve que la villa déjà représente quelque chose effectivement de l'ordre de la prison dorée pour Roxane, mais ça on comprend assez vite. On comprend assez vite qu'elle est attirée par cette lumière et ce luxe et qu'en même temps ça va causer sa perte. La villa, c'est aussi finalement l'élément perturbateur, puisque c'est par le don de la villa par ses beaux-parents à Roxane pour son mariage que tout va se déclencher ensuite. C'est par l'acquisition de la villa que Roxane va commencer un peu à débloquer et à oublier que oui, elle a une magnifique villa dans la poche, mais ça n'empêche pas certaines autres choses négatives de lui arriver. Ça, c'est pour l'aspect vraiment, comment dire, péripétie dans le texte. Après, moi, j'ai toujours un très, très grand plaisir à décrire les endroits parce que une partie de l'écriture consiste déjà à faire des recherches et puis aussi à imaginer ce dans quoi on va transporter le lecteur et à le retranscrire. Et donc, toute la partie d'écriture dans laquelle j'ai comment dire, proposer ce tableau de la villa était très très chouette à faire, très chouette à réaliser. Donc je me suis aussi beaucoup amusée à imaginer une maison dans laquelle beaucoup de choses se passeraient. À savoir aussi qu'une maison, évidemment, ça représente des choses à la fois communes et différentes pour chacun d'entre nous. Donc évidemment, il y a la notion de refuge. Mais une villa de luxe peut aussi renfermer différents secrets, notamment dans les bureaux, notamment derrière des portes fermées à clé. Et Roxane, en se baladant dans la maison qu'elle possède, mais qu'elle ne connaît pas si bien que ça finalement, va tomber tour à tour sur différentes choses qui vont la conduire à un destin de plus en plus dramatique. La maison, elle est aussi nécessaire puisque le couple se cache. C'est Madame et Monsieur, ils sont obligés d'avoir une résidence fiscale à l'extérieur de la France pour conduire leurs différentes manœuvres. Donc, et forcément, j'ai dû trouver un endroit qui pouvait convenir pour cela. J'ai eu le choix entre mettre une maison au Luxembourg et une dans les Caraïbes, et j'avoue que j'ai préféré les Caraïbes parce que j'aime bien le soleil. Et c'est vrai que comme j'aime la nature, c'était aussi ma part personnelle dans ce texte, en oubliant un petit peu les personnages et en parlant un peu plus peut-être de Mona finalement, de décrire ces paysages et de parler voilà de cette géographie que je ne connais pas exactement, mais que j'ai beaucoup aimé découvrir. Il se trouve aussi qu'une certaine villa Pamplemousse, très proche de la villa Bergamote, était à ce moment-là, en 2018, visitable parce qu'on peut la louer. Et j'ai trouvé ça aussi très plaisant de me balader dans les pièces de cette villa et de voir à quoi ça pouvait ressembler. Donc, la villa que je décris est très très proche de la villa Pamplemousse de la réalité. La couverture la représente effectivement très bien. Moi aussi, je trouve que cette couverture est très belle. Elle a été faite par Thierry Festivo. La police de caractère du titre également, c'est une police unique qui a été faite pour le livre. Thierry Festivo, c'est un des éditeurs de Bouclard et il réalise des polices pour chacun des livres de la collection. Donc effectivement, l'image, moi, je l'ai trouvée assez saisissante et je l'ai trouvée aussi Hum, peut-être un petit peu comme Roxane, c'est-à-dire ambigu. Donc avec un côté lumière, paillettes et un côté peut-être un peu plus sombre qu'on va découvrir dans les prochaines pages du livre. En effet, et ça fait tellement de bien d'avoir des livres qui sont pas forcément linéaires, qui sont pas forcément condensés, qui sont pas cadrés. Ça fait du bien d'avoir des romans aussi qui permettent de réfléchir. Je pense qu'une deuxième, une troisième lecture permettent aussi d'avoir d'autres options de lecture. C'est ça, à mon sens, la véritable littérature. Mais je vais pas m'enflammer, je vais passer la parole à Isabelle. C'est à toi, Isa. Il faut juste que j'enlève C'est bon. le mute. Vous m'entendez? Hein? Oui. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Mona. Je suis ravie de te retrouver là pour Villa Bergamote. Il reste 30 pages, mais j'ai presque terminé. Moi, j'ai trouvé que sur ce livre, tu fais de l'ikebana. On a l'impression que tu avais plein de mots à ta disposition, que tu as fait un bouquet tout à fait original et unique. Et, et au milieu de tout ça, j'ai l'impression que Villa Bergamote, c'est un personnage presque à part entière du livre. Euh, Ça me fait penser enfin, dans un complètement autre style, mais à Manderley, c'est vraiment le lieu est un personnage presque à part entière. Et ce qui fait que Roxane s'attache à
à cette famille aussi. C'est là où il se passe des choses. Est-ce que tu l'as construit un peu de cette façon-là? Alors, bon, déjà, enfin, comment dire, j'aime beaucoup Manderley aussi. Donc, voilà, c'est un lieu qui m'habite beaucoup. Euh, c'est vrai que Roxane, on connaît pas trop son parcours avant de rencontrer son chéri, qui s'appelle Chéri dans le livre. Et on ne sait pas exactement où est-ce qu'elle a posé ses valises, on ne sait pas où elle a grandi, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Donc, forcément, elle va avoir une propension à s'attacher à un lieu très, très forte. D'autant plus que le lieu est singulier et magnifique. Donc, c'était assez nécessaire de créer cette villa aussi belle. Après, c'est vrai aussi que je voulais symboliser la fraude fiscale d'un couple et quoi de mieux que une villa dans les Caraïbes. Là, c'était peut-être une évidence. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai choisi la villa et je l'ai étendue autant que ça, c'est aussi que dans une maison, il y a tout l'intime et le privé qui se déroule. Quand on démêle une affaire politique ou qu'on la passe en justice, on parle de ce qu'on sait et de ce qui a été rendu public. Mais ce qui se passe dans les coulisses, on ne le sait pas forcément. Et je pense que quand j'ai appris que la belle-fille de ce couple politique avait été frappée donc par le fils de ce couple-là et tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière les murs en fait aussi? Qu'est-ce qu'on trouve à la table dans la table à manger? Qu'est-ce qui se passe dans la chambre? Qu'est-ce qui se passe dans le bureau? Et pourquoi cette maison, qui de l'extérieur paraît simplement luxueuse, abrite ça? Est-ce que les crimes impactent la maison? Est-ce que la maison impacte les crimes? C'est aussi une question qui est intéressante. Et c'est vrai que Villa Bergamote est assez vivante en fait. Donc c'est un personnage complètement puisque elle va distiller des objets, des ambiances, etc., qui vont pousser les personnages à agir de telle ou telle façon. Euh, c'est vraiment une maison que j'ai décrite pour qu'elle puisse porter une histoire qui est à la fois belle et sombre, et surtout un lieu dans lequel il y a beaucoup de tiroirs à ouvrir, parce qu'on ne voit pas tout de suite. Parce qu'on est aveuglé en fait par les tableaux, les sculptures, les palmiers, la piscine, le champagne. Et en fait, il y a beaucoup de choses beaucoup plus sordides qui s'y cachent. Et je pense que c'est évidemment une métaphore aussi de ce que j'ai voulu dire autour du fait que tout ce qui est sordide, souvent, est bien caché par des choses qui ne le paraissent pas. Et c'est pour ça que ça perdure autant aussi peut-être, Oui, notamment c'est politique. quand même que c'est très. On sent qu'il y a un truc, quoi. Même quand c'est beau, dès le début, dès la première phase, je trouve, quand il dit on va nous servir une carafe de jus d'orange, pas de bergamote, et qu'elle rit, et que c'est déjà un peu artificiel. Enfin, je trouve que déjà, tu places tout de suite l'ambiance super trouble, en fait. C'est même malaisant. Moi, je me suis senti un peu mal à l'aise parfois. Pardon. Non, mais c'est ça qui génère de la littérature. C'est ça qui rend du charme aussi au livre. Et je trouve que vraiment, tu arrives à nous mettre dans une situation de vraiment malaisante, une situation où on a du mal à voir un petit peu de lumière finalement. On va en voir peut-être à certains moments, je vous en dis pas plus, mais on se sent un peu anxieux, un peu angoissé, un petit peu perdu. On est dans une brume constante, alors que tout paraît clair, mais on est vraiment dans une brume. Et je trouve que cinématographiquement, ce serait vraiment magnifique. Clairement, ce serait magnifique parce que à la fois les personnages et à la fois l'ambiance, l'atmosphère, j'imagine ça très bien. Alors peut-être pas forcément aux Caraïbes, je sais pas. Peut-être dans un endroit encore plus glauque, en Écosse, peut-être, dans un endroit très brumeux. Clairement, on imagine très bien les scènes. En tout cas, je m'y suis vu totalement, même si je n'ai pas réussi à m'enlever de la tête le célèbre couple politique. J'avoue que dans ma tête, c'était véritablement lui et elle parce que tu les incarnes à la perfection, des petites choses à chaque fois qui caractérisent parfaitement ce couple. Et c'est vrai qu'on a du mal à ne pas l'imaginer. Je ne sais pas ce qu'on en pensait les autres, ce qu'on en pensait les autres, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. On va prendre une petite photo de groupe avant que tu nous lises un premier extrait, Mona. Voilà, je vois que certains ont dégainé à une allure incroyable. 3, 2, 1, et c'est bon, parfait. Mona, c'est à toi pour le premier extrait, et ensuite ce sera au tour de Sandra.
Au matin de la première fête, je me glissais dans la cuisine. Ce qui s'était passé à Bergamote resterait à Bergamote. Jérôme avait disparu en taxi une fois son paquet de tabac terminé, et je n'avais parlé à quasiment personne d'autre. Je cherchais un débris de champagne. Tout avait disparu, redevenu ce qui était avant la nuit. Aucune trace de saleté, aucune odeur de décadence. Les employés avaient travaillé à restaurer la villa qui resplendissait. Nous ne les avions pas vus agir, vivant leur journée avant la nôtre, évaporés, derrière les cloisons, l'espace parallèle. Nous ne nous croisions pas. Je découvris que tout pouvait apparaître et disparaître en un clin d'œil dans cette maison. Puis je sortis marcher à nouveau, soulagée d'avoir trouvé une forme de place dans ce théâtre. J'étais parmi les pièces rapportées, mais j'allais bientôt pouvoir rejoindre le groupe des autres filles. Je repris le chemin de droite, effectuai le même parcours. Sous les tropiques, vous imaginiez la végétation plus luxuriante, mais telle la maison, tout était lisse, déraciné, élagué. On devait pouvoir passer en 4x4. L'île était désolée du fantasme et du foisonnement. Je compris que tout avait été tué il y a longtemps sous les brûlis. Les fleurs apportées hier soir avaient été emportées. Et à mon retour, le barbecue chromé grésillait. Que souhaitez-vous pour déjeuner, mademoiselle? La gouvernante se montra agréable. Avant, je n'y avais pas prêté attention. Son visage ressemblait étrangement au mien, et j'ai été saisie d'une sorte de crampe à l'estomac qui m'a empêchée d'honorer le repas en entier. Chéri m'avait laissée seule pour régler une affaire sans doute. Je l'avais aperçue le matin, visage gris, gueule de bois, une mèche de cheveux qui dépassait dans son cou. J'avais eu pitié de sa fatigue. J'en profitais pour visiter la villa, mais de nombreuses portes restèrent closes. Je n'osais pas demander les clés. Je lunchais abandonné. Je sortis de table très vite, esquivai la gouvernante. Je n'avais même pas voulu recroiser son regard. Dans le salon, il n'y avait évidemment aucun indice des crimes de madame et monsieur. Et pour tout vous dire, à ce moment-là, je n'y pensais pas vraiment. Je cherchais un projet à moi. Pas de main de fer ni d'appétence. Il fallait définir quelque chose. Je déplaçais les tableaux dans un vieux réflexe stéréotypé. À Géraldine et Jérôme, mes amis, j'eus envie d'envoyer des anecdotes délirantes. Mais la villa était calme. Tenir Bergamote représentait en soi un projet. Je réfléchissais, oui. Peut-être que cela ferait l'affaire. Organiser, déléguer, fêter, oui, cela occupe. La décoration, cela je sais bien le faire. Après tout, quel peut être mon rôle ici? Tout est déjà ordonné, cadencé. Je ne servirai qu'à syncoper l'harmonie désordonner l'espace. Rien à ajouter ni à redire. Le royaume fonctionnait comme il se devait. Mais j'avais toujours rêvé d'habiter quelque part, une forme d'abri. Et lorsque je fermai les yeux, j'entendis à Bergamote le bruit d'un vent que je ne voulus plus quitter. Merci, Mona. Je propose que pour le futur film, tu fasses la voix off, clairement. Sandra, c'est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mona. Je suis d'accord sur la voix off et je suis d'accord sur le couple aussi avec Anthony. J'ai évidemment pensé à ce célèbre couple qui pense sans doute être drôle, mais ne l'est pas vraiment. En fait, je suis en cours de lecture, Mona, et en fait, je voulais revenir sur la villa elle-même. Parce qu'en fait, au départ, je pense que c'est ce que vous avez voulu, hein, j'imagine, mais je pense qu'au départ, moi, j'ai ressenti qu'elle elle tombait amoureuse, non pas du fils, mais de la villa, et qu'elle désirait cette villa, et plus que, évidemment, le fils. Et je me suis demandé si c'était pas aussi une manière, alors sans doute, hein, c'est lié avec tout ce que vous avez dit, mais que c'était pas une manière un peu de faire une sorte de parabole du matérialisme qui nous bouffe, qui bouffe notre société et qui finalement nous fait oublier l'essentiel, notamment l'amour, hein, parce que elle est censée aussi quand même, normalement, comme beaucoup et comme tout un chacun, se marier par amour. Voilà, donc je voulais savoir si c'était aussi votre intention, ce désir, vraiment, parce qu'on peut parler de désir qu'elle avait pour la villa. Il y a d'ailleurs très peu d'amour dans ce roman, Ouais, volontairement. ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est malaisant. En fait, je pense que il manque tellement de tendresse dans certains passages
C'était pas très simple à écrire et c'est aussi pour ça voilà, qu'il y a beaucoup d'amour pour le chien ou pour d'autres personnages parce que la tendresse se raccroche à ce qu'elle peut dans le livre. Pour répondre à Sandra, c'est vrai que l'extrait que je viens de lire, là, je l'ai pas choisi tout à fait au hasard. Je pense qu'on comprend bien en fait que Roxane, elle est bien. Les seuls moments où elle est bien, c'est quand elle est seule dans la villa. Même s'il y a un peu de malaise, c'est-à-dire qu'elle comprend pas où tout a disparu, elle s'aperçoit que tout ce qu'elle croyait être sa vérité, qui était la fête, peut disparaître en un claquement de doigts et en une demi-journée de travail des domestiques. Il y a tout aussi ce contraste entre l'intime et le public, entre le luxe et le vide, entre la luxuriance de la forêt ou la joie quand il y a des enfants, et finalement le fait de manger toute seule parce que son mec est parti, elle sait même pas où. Et effectivement, Roxane tombe amoureuse de la villa bien avant l'homme. Et ça pourrait être n'importe quel mec en fait. On le décrit pas spécialement. Moi, je sais pas vraiment à quoi il ressemble, hein, ce chéri. Et alors que la villa, pour le coup, on a une image plutôt précise, avec évidemment des variations pour chacun d'entre nous. Mais euh, Roxane est fascinée par la villa, mais éprouve aussi une sorte d'amour pour la villa, je pense. Je disais tout à l'heure qu'on ne sait pas trop où elle a grandi, on ne sait pas trop à quoi elle s'est attachée. Et là, peut-être que pour la première fois, elle identifie un endroit où elle pourrait se sentir bien. Une maison qui pourrait être à elle. Et je pense aussi que Roxane n'a peut-être pas beaucoup connu l'amour, sous différentes formes. On ne sait pas ce que représentent ses parents, elle les évacue rapidement. Ses amis sont des personnes assez intéressées, y compris sa meilleure amie d'enfance, qui est un petit peu une bécasse quand même. Euh, et puis son nouvel ami, c'est quelqu'un qu'elle apprécie uniquement par ambition et parce qu'elle se sent moins seule parce qu'ils viennent du même milieu social. Alors c'est vrai que Roxane, elle connaît pas beaucoup l'amour et elle peut se laisser complètement berner par des choses qui vont être beaucoup plus matérielles. Euh, Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est un réquisitoire contre le matérialisme? Alors c'est vrai que euh, de manière générale, je suis quelqu'un d'économe, d'écolo, etc. Je dis pas que j'aimerais pas qu'on m'offre une villa telle que celle-ci. Je suis un être humain. Mais c'est vrai que je pense que j'avais envie de parler de la différence entre l'amour des choses et l'amour des gens, ça c'est certain. Même l'amour des petites choses, finalement, l'amour qui arrive dans le livre, il vient aussi du jardinier envers les plantes, envers les fleurs. Il vient des personnages qui s'offusquent quand on écrase des insectes ou au contraire qui trouvent ça très normal. Et c'est peut-être les petits points communs qu'on va retrouver entre ce livre et Biche. Ça va être mon amour à moi du détail et non pas des grandes choses matérielles. Donc, c'est vrai que ouais, Roxane, là, en fait, elle se projette dans une vie avant de voir ce qu'elle a au quotidien, qui est finalement terne, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle va perdre les pédales et perdre sa réalité. C'est parce qu'en fait, elle vit dans le futur, dans ce qu'elle peut avoir, et non pas dans ce qu'elle a en face d'elle. Elle pense très rapidement en fait à l'idée, même dans la soirée, la première fête qui a lieu, qui arrive dans le premier chapitre, elle pense immédiatement au fait que elle est jalouse parce que les autres ont l'air de déjà connaître la maison et qu'en fait elle n'a rien vraiment à elle puisqu'ils ont tous déjà été invités. Et ça, c'est quand même assez révélateur du fait que elle ne possède pas grand-chose, mais elle n'a pas un gros bagage d'amour non plus, je pense, avec elle. Et pour revenir sur cette absence d'amour, il y a une phrase qui m'a mis un peu à terre. Je la cite. Chérie, veux-tu bien m'aider, me rendre honneur, dignité, m'adresser la parole, un instant me donner de l'amour, juste un peu, c'est comme me prêter de l'argent. Tu sais, cela ne te coûte, à toi, rien. Veux-tu? Tu as mis sur le même pied d'égalité le matérialisme, l'argent et l'amour, et j'ai trouvé ça tellement juste aussi dans ce milieu-là, dans ce milieu où finalement l'amour est peut-être un peu délaissé, on va pas faire de généralité, mais quand même, là, clairement, l'argent est placé comme une valeur cardinale au-dessus de tout, au-dessus des sentiments, au-dessus des émotions, au-dessus même de la famille. Certains moments, on a l'impression que ce monsieur pourrait tout faire pour masquer ses crimes ou ses délits. Clairement,
c'est une phrase qui est extrêmement forte, extrêmement à la fois subtile et à la fois qui traduit aussi le manque d'amour. Parce que le manque d'amour, il est aussi finalement avec ce monsieur qui ne souhaite qu'une chose, être aimé de ses électeurs, être aimé du peuple, être aimé de tout le monde. Il y a quand même C'est le livre du manque d'amour, c'est le livre d'absence d'amour, j'ai l'impression aussi. Et tu le traduis sous différents aspects sur différents personnages. Les domestiques également en font partie. On a l'impression qu'il y a véritablement une thématique là d'inertie des sentiments. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée quand je regardais l'actualité sur les politiciens, justement. Quand il y a des procès politiques, on s'aperçoit souvent que l'argent qui est détourné par les politiciens sert à faire des cadeaux aux électeurs. Et en fait, les gens confondent ça avec une forme d'amour. Il y a beaucoup de gens, notamment quand il s'agit de maires et qu'on est au niveau local, qui vont s'attacher à un maire en disant il fait beaucoup de choses pour nous, alors qu'en fait, c'est de l'argent. Faire et donner de l'argent, c'est pas la même chose en fait. C'est de Euh, l'argent public même. de l'argent public, bien sûr, qui n'est pas l'argent de la personne. Euh, et je pense à cette ville un petit peu juste à l'ouest de Paris, qui est une ville dans laquelle le maire précédent a été condamné. C'est une ville qui est reconnue par les électeurs, par les habitants, comme une ville très généreuse. Donc c'est une ville dans laquelle les enfants pouvaient partir assez facilement en colonie de vacances dans des locaux qui avaient été payés par la mairie. C'est une ville dans laquelle à Noël, tout le monde recevait un panier garni assez important. C'est une ville dans laquelle on pouvait facilement dégoter une place, soit un emploi, soit la crèche, etc. Et les gens confondent ça et l'amour parce qu'au quotidien, en fait, effectivement, quand on manque d'argent, on n'a pas le temps de se préoccuper de l'amour, on se préoccupe de qu'est-ce qu'on va manger à la fin du mois. Et c'est vrai que je, je pense que des politiciens un peu pourris peuvent être réélus s'ils s'attachent à à avoir une démarche un peu populiste, en fait, et à avoir une démarche de générosité envers les électeurs. Et on connaît tous le principe des cadeaux fiscaux ou des cadeaux préélectoraux quand on a besoin, voilà, qu'on vote pour nous. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte où, enfin, aujourd'hui, là, je parle de 2025, il y a de l'inflation, il y a beaucoup de chômage, etc. Donc forcément, si un politique fait une mesure en notre faveur et qui va nous alléger financièrement, eh bien, on va avoir tendance à se dire, je revote pour cette personne, c'est normal. En fait, on est tous humains et je pense que dans une moindre proportion, on peut facilement se laisser berner par des choses qui sont matérialistes. Et Roxane, alors c'est un extrême, évidemment, c'est un archétype, elle va forcément... enfin, j'ai été obligée de grossir les traits, on est plus subtil dans la vraie vie, mais elle est en galère et en fait, elle n'a pas perçu qu'elle n'a pas besoin d'atteindre un niveau de luxe absolument extrême pour satisfaire ses besoins. Elle manque d'amour tellement qu'elle va chercher à le combler, mais dans des façons complètement disproportionnées, je pense. Et puis pour ceux qui n'ont pas lu le livre, tout à l'heure on parle de madame, monsieur, chéri, c'est quand même des mots valises, entre guillemets, pour lesquels il n'y a pas de prénom pour les personnages, entre guillemets, néfastes. C'est un choix aussi intéressant. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à dématérialiser tous ces personnages, à les peut-être déshumaniser? Ils le sont déjà dans notre tête, mais c'est une volonté forte aussi de ne donner un prénom qu'à ceux que tu as choisis, finalement. Alors, Madame et Monsieur, c'était assez instinctif parce que je trouve que euh, déjà, c'est pas des personnes forcément très attachantes. Et en plus, il y a vraiment un rapport de force envers les domestiques. Donc, Madame et Monsieur, comme eux, les domestiques, en fait, où le monde extérieur va s'adresser à eux comme ça leur donne une forme de distance qu'ils n'arrivent pas à avoir par leurs actions quotidiennes, puisque c'est des personnages qui sont quand même euh, pas très malins, plutôt vulgaires, etc. Et donc, si on les côtoie, en fait, on va pas les penser comme de grands aristocrates. Donc, j'ai aimé à la fois l'archétype de Madame et Monsieur pour les éloigner, en fait, du peuple, entre guillemets, et à la fois le fait que ça soit très humoristique, puisque ce ne sont pas non plus des personnes absolument à mettre sur un piédestal en termes de valeurs culturelles, en termes de classe, en termes de choix, de goût, etc. Ils sont assez communs, hein, mine de rien, malgré l'argent.
Je vous jure que moi, si j'avais ces moyens-là, je ferais des choses beaucoup plus belles. C'est clair. Et c'est ça que je me disais souvent, en fait, c'est l'indécence, en fait, d'avoir des moyens comme ça et de n'en faire que des choses moches. C'est super triste. Bref. Donc ça, leur nom, ça m'est venu assez instinctivement. En revanche, chérie, j'ai hésité longtemps à mettre un prénom. C'est vrai aussi que je vous ai dit que je me suis inspirée d'une femme qui a porté plainte contre son mari hein, pour faire le portrait de Roxane. J'avais pas envie forcément qu'on puisse reconnaître ou blâmer cette jeune femme qui a subi des violences et qui n'y est pour rien. Donc, j'ai rapidement voulu changer les noms. Donc, je me suis dit que j'allais pas donner un prénom à Chéri. J'ai trouvé ça intéressant de garder l'absence de prénom comme ses parents. Et finalement, j'ai choisi Chéri parce que je trouve qu'il y a une ambiguïté entre le fait que ce soit sa femme ou sa mère qui l'appelle comme ça. Et ça m'a fait beaucoup rire aussi. En fait, ses parents le chérissent. On ne sait pas vraiment pourquoi. D'ailleurs, il est assez, il est un peu inutile hein, comme personne. Il est ni très brillant, ni très gentil. Il est là, en fait. Il est là, c'est un fils d'eux et il perpétue, mais en même temps, il n'améliore pas la situation de l'entreprise familiale. C'est pas comme si on était dans une mafia et qu'il voulait étendre son empire, qu'il ait des valeurs négatives ou positives. Et finalement, c'est juste le fruit de Madame et Monsieur, et rien que pour ça, il est chéri, en fait. Il lui suffit d'être né dans la bonne famille au bon moment, d'être un homme aussi. Parce que dans la vraie vie, cette personne a une sœur dont personne n'a jamais entendu parler, au passage. Et en fait, il lui suffit d'être né, d'être là pour être chéri, pour être bien né. Et Roxane ne se pose jamais la question de euh, si des choses qu'il fait la touchent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur l'amour et le matérialisme, la matérialité. Finalement, elle décide de l'aimer, de le chérir, alors qu'on sait bien que l'amour se décide pas comme ça. En tout cas, pas aussi vite et pas quand il y a en jeu des choses aussi grosses. À l'inverse, effectivement, comme ça a été relevé par Isabelle là sur le chat, les domestiques ont un nom et un prénom. Et le chien aussi d'ailleurs, des prénoms spécifiques, identifiables. Et c'était important pour moi parce que eux ont une individualité. Alors j'ai reproduit un peu le même procédé que dans Biche. Hein. Dans Biche, il y a des personnages qui n'ont pas de prénom et des animaux qui ont des prénoms. Parce que dès qu'on met un prénom, en fait, forcément, ça va donner une individualité un peu plus forte au personnage. Très bien. Et justement, en parlant d'amour ou de désamour, il y a ce couple de Madame Monsieur qui est décrit à un moment donné dans le livre. Je te cite, dans les médias, il peignit Madame et Monsieur comme une entreprise à deux têtes. Lui, un phénix qui semblait gagner en force à chaque coup qu'on lui portait. Elle, son soutien éternel. Finalement, tu les décris pas tant que ça dans leur relation l'un et l'autre. Ils sont finalement deux sortes d'entités un petit peu invisibles, nébuleuses. En fait, ils n'interagissent que pour les affaires, que pour l'argent. On a l'impression que le seul leitmotiv entre eux, c'est ça. J'ai été surpris aussi de voir que tu gommais même leur relation entre eux. Je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais j'ai trouvé en tout cas que même là, tu es arrivé à les effacer à peine, à les brumer là aussi. On a l'impression que, ils n'ont pas de, presque pas de cœur, presque pas de chair en fait. Alors là, je suis plutôt peut-être à l'extrême opposé, c'est-à-dire que je pense qu'ils s'aiment tellement parce qu'ils vont nourrir l'un et l'autre exactement la même ambition et à tel point qu'il n'y a qu'eux-mêmes et que l'autre sur Terre pour en être là, qu'ils s'aiment très très fort en fait. C'est juste qu'ils s'aiment pas avec le même amour que nous on aurait pour notre amoureux, notre conjoint, etc. Eux, ils s'aiment à travers l'autre et ils aiment le reflet Madame aime Monsieur parce qu'elle se voit en lui et Monsieur aime Madame parce qu'il se voit en elle. Ils s'aiment comme des miroirs, ils s'aiment comme une équipe, puisque finalement il y a quand même ce lien d'équipe entre eux. Ils ont un but commun qui est d'aller le plus haut possible. L'un est au service de l'autre et ils ne faillissent jamais à ce but en fait. Et ça, quelque part, c'est presque la beauté de ces personnages, leur magie, c'est qu'ils ont un lien d'amour très très fort sur leur échelle, hein, sur leur échelle de valeur, mais ils sont indissociables. Et je les vois pas du tout, par exemple, divorcer ou se tromper. En fait, ils sont tellement lunaires l'un et l'autre qu'ils ils sont faits pour être ensemble, pour moi.
Et j'ai plus l'impression qu'ils sont inséparables, en fait. Ah ouais, Sandra dit quelque chose d'intéressant, c'est vrai, on a l'impression qu'ils s'aiment de manière narcissique. Ouais, Bien sûr. c'est pour ça que je l'ai ressenti comme ça, en fait. Je l'ai ressenti de manière, un amour égoïste, un amour intrinsèque, un amour qui se regarde le nombril, clairement. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Et puis, mais on peut voir qu'ils s'aiment quand même dans une scène où à la fin ils dansent ensemble. Euh, Puisque tout n'est pas rose pour eux non plus, hein. C'est pas parce qu'ils ont des grands moyens que tout va bien se finir. C'est maigre. L'histoire, c'est quand même des petites additions d'indices qui arrivent contre eux et ils vont vers la déchéance. Mais ils tombent ensemble. Et ce que je trouve assez fascinant, déjà, c'est que premièrement, il y a une... Tout à l'heure, tu disais qu'il y a 90% d'hommes en politique, mais là, on a aussi une femme hein, qui est un gros voyou, quelque part. Donc, j'aime bien aussi cette idée de... C'est quand on aura des femmes mauvaises et voyous comme personnages qu'on pourra dire qu'il y a une forme d'égalité, hein. Ça, c'est vrai que ça m'a fait plaisir aussi d'avoir un méchant qui était une femme et pas juste une sorcière, mais qui avait aussi cette intelligence des affaires. Et... ils vont chuter ensemble et ils vont pas se séparer. Et du coup, ça en fait un couple complètement mythique. Et rester complètement fou amoureux de quelqu'un qui a détourné des fonds, qui est un criminel, qui se fait condamner jusqu'au bout et l'aimer encore et s'en foutre, et ben quelque part, il y a une forme de génie, je pense. Et j'aimerais partager une petite anecdote. Alors, ça va être la minute du Vlil où je vais être vulgaire, vous allez voir, mais c'est des citations, donc c'est pas de ma faute. Je voulais vous partager l'anecdote qui m'a peut-être décidé à poursuivre sur ce texte. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur les affaires politiques, effectivement, et ceux qui lisent avec minutie pourront retrouver des citations, des titres d'articles de journaux qui ont été assez célèbres dans ces années-là. Et je voudrais vous partager une anecdote qui m'a tellement fait m'asseoir par terre en me disant mais c'est pas possible, ils sont allés jusque-là, que je me suis dit que j'étais obligée d'aller jusqu'au bout de ce texte et de terminer de l'écrire. Alors, euh, dans les années 2000 et quelques, Patrick Balkany, qui était maire de Levallois-Perret, et ce sont des faits, hein, je n'encours aucune diffamation, ça a été révélé par des journalistes, il y a eu condamnation, etc., c'était public. Patrick Balkany a pointé un pistolet sur la tempe de sa collaboratrice, donc qui était directrice de cabinet à la mairie, et lui a demandé une fellation. Donc, vous imaginez, vous êtes directrice de cabinet, vous allez bosser, il est 9 heures du matin, et votre patron, ce jour-là, décide de sortir un flingue du tiroir de son bureau et de vous demander une fellation. Donc déjà, l'ambiance n'est pas excellente. Vous allez ensuite porter plainte. Vous portez plainte contre cet individu qui, à la fois, vous a agressé, vous a menacé aussi avec une arme, et en plus, a souillé votre lieu de travail. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de problématiques, qui se mélangent. Tout ça se passe, la plainte est en cours, et puis le lendemain, sur un plateau télévisé, puisque effectivement ces gens sont aussi très médiatisés, très attendus, on interroge la femme de cette personne, donc Isabelle Balkany, et on dit à Isabelle Balkany, Madame, vous pourriez réagir, il paraît que votre mari a sorti un pistolet pour menacer sa collaboratrice parce qu'il voulait une fellation. Et Isabelle Balkany répond, et c'est là que je trouve qu'il y a du génie, c'est là que je trouve qu'il y a beaucoup d'amour entre ces personnes, de l'amour narcissique, mais de l'amour. Elle répond sur le JT comme ça, mais mon mari n'a pas besoin de sortir un gun pour qu'on le suce. Voilà. Donc je pense qu'on atteint, selon moi, un niveau de vérité qui est tellement franc, tellement assumé, que ça pose des questions littéraires. C'est-à-dire que quand la vérité est aussi crue que ça, quand les personnes assument à tel point ces vérités-là, qui sont évidemment contre la loi, hein, et quand elles le disent et qu'il n'y a rien derrière, eh bien en fait ça donne en littérature et en écriture toutes les libertés possibles. Quand j'ai revu cette anecdote-là, moi j'étais plus petite hein, quand ça s'est passé, je pense, donc je ne l'avais pas suivi à l'instant T, mais je l'ai vu beaucoup plus tard, donc en 2018. C'était des moments où je me posais beaucoup de questions en littérature. Est-ce qu'on peut tout écrire? Est-ce que c'est cohérent ce que j'écris, etc. Et ben ça m'a enlevé une sorte de verrou et je me suis dit, mais en fait, on peut tout faire. Et si des gens disent des énormités pareilles et qu'en fait, on continue à les aimer, en fait, c'est pas très important ce que j'écris, si c'est vrai, faux, éloigné, incohérent. Le plus important, c'est de croire à son histoire et d'aller jusqu'au bout.
Et alors justement, les histoires, une phrase aussi qui était très intéressante parce qu'en fait, dans cette villa Bergamote, il y a aussi un autre personnage, c'est l'autrice, c'est Mona Messine. Il y a vraiment une mise en abîme aussi parfois. Alors je ne sais pas si c'est véritablement toi, Mona, ou un autre personnage encore, mais il y a un autre personnage où par exemple, tu écris, alors c'est évidemment Roxane qui est la narratrice, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de Mona Messine derrière. Là tu trembles, hein, pour savoir Non, si ça va. J'ai préparé. ce que je vous raconte n'est qu'un point de vue. Ils peuvent encore se défendre. On dit qu'il y a plein de façons d'aborder les histoires. Et ma question étant celle-ci, est-ce que tu as pensé à modifier ton sens de l'histoire, modifier ton sens de la vérité sur cette affaire-là? Est-ce que Roxane, comme tu l'as dit tout à l'heure, était véritablement le point névralgique de ce que tu voulais dire? Est-ce que tu as imaginé d'autres manières de raconter cette histoire? Est-ce que tu aurais pu donner, entre guillemets, potentiellement le beau rôle à Madame et Monsieur? Est-ce qu'il y a eu des interrogations par rapport à cette narration, par rapport à la destinée de cette affaire aussi? Alors, déjà, j'ai fait beaucoup de recherches sur les différentes affaires politiques qui se croisent dans le livre et j'ai pas vraiment envisagé de les modifier euh, parce que la vérité dépassait complètement la fiction, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout est hallucinant, tout est sujet à dramatisation, tout est romanesque. C'est vraiment une affaire politique dans laquelle chaque anecdote vaut son pesant de M&M's quelque part. Donc, j'avais déjà beaucoup de matière. Et à part faire un patchwork de tout ça, je me voyais pas rajouter des éléments dramatiques. Ensuite, pour ce qui est du point de vue, j'ai pas de point de vue à donner, étant donné que ce sont des choses qui ont été jugées. Le point de vue a été donné par les juges. Donc, il y a des choses qui ont été reconnues et il y a des choses qui ne le sont pas. Ce qui ne l'est pas, n'est pas dans ce livre, qui reste finalement de la fiction, puisque tout ce qui est écrit dans le livre ne se passe pas, puisqu'il s'agit d'une île qui s'appelle Saint-Marlin et d'une maison qui s'appelle Villa Bergamote. Villa Bergamote n'est pas une villa qui existe et Saint-Marlin n'est pas une île des Caraïbes. Évidemment, tout ça n'existe pas. Après, dans l'extrait que tu as lu, tu cites la phrase qui dit «Ils peuvent encore se défendre». Euh, Moi, j'attaque pas, hein. C'est Roxane qui qui fait une déposition auprès de la police parce que on l'interroge à la suite des différentes affaires. Moi, mon travail, ça a été plutôt de nous faire nous interroger sur ce rapport à la vérité et la fiction, de nous plonger dans de la pure vérité pour qu'on se dise justement que c'est parfois encore mieux que de la fiction, ou l'inverse, ou que c'est plus gros et que ça ne devrait pas l'être. Je pense par exemple à toutes ces émissions dans lesquelles on va nous montrer des affaires de serial killers. C'est fascinant quelque part, mais c'est fascinant parce qu'on n'arrive pas à croire que ça peut être vrai, tellement c'est énorme. Et c'est fascinant parce que c'est un peu insécurisant, mais ça reste derrière la télé. Mais en fait, il faut pas oublier que ce sont des vraies choses qui sont arrivées, qui sont absolument dramatiques. Et si on en regarde trop, on finit par devenir un petit peu parano. Et je pense qu'il y a eu aussi un moment où, ouais, plus je lisais sur les affaires politiques qui ont eu lieu en France, à l'international, et plus je me disais, mais en fait, on n'a plus besoin d'écrivains de science-fiction. On a besoin de gens qui écrivent des pages Wikipédia et ça peut m'occuper des semaines et des semaines entières, ça c'est sûr. Donc, voilà. Cela dit, ce sont les hommes qui créent les infractions, ce sont les hommes qui inventent des infractions, inventent des situations pour que les juges ensuite légifèrent, enfin légifèrent, pas légifèrent, jugent et ensuite le législateur légiférera, mais finalement c'est l'homme à la base qui invente des infractions. Il y a plein d'infractions qui n'étaient pas, qui avaient une sorte de vide juridique et qui ont été créées par les hommes, d'où l'intérêt que, en effet, la réalité dépasse clairement la fiction. D'ailleurs, tu n'as pas précisé dès le début du roman, comme il se fait d'habitude, cette fameuse citation, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Tu ne l'as pas fait. Parce que je pense qu'ils n'existent pas vraiment, ces personnages. Je pense que c'est une histoire qui se raconte à eux-mêmes. Et je pense que ne pas croire à cette histoire, c'est important. Ne pas croire à leur histoire, l'histoire qu'ils nous présentent.
Et ce sera peut-être plus une Mona Messine lectrice que tu vas retrouver dans ce livre, qui n'a pas envie de croire à l'histoire qu'on lui présente, qu'une Mona Messine écrivaine qui ne peut pas elle-même déployer la réalité, puisque je n'ai pas ce pouvoir. Je voulais rajouter aussi sur ta question précédente, est-ce que j'aurais voulu écrire une autre histoire, un autre destin, peut-être avec un monsieur et une madame qui seraient des héros? En fait, j'ai pas la capacité technique de le faire. Ça demanderait trop de travail, trop de mensonges, et moi, je préfère vraiment embrasser le réel, la réalité. C'est aussi pour ça que mes décors, ils sont toujours luxuriants. J'aime les détails, j'aime les odeurs, j'aime toucher, j'aime l'amour, la tendresse. Et je trouve que euh, je ne serais pas capable de mentir trop longtemps. Ce serait pas cohérent, je vais me faire griller trop vite. Voilà, même si des éditeurs me relisent et me pointent des incohérences, c'est pas le travail qui m'intéresse. C'est plutôt un décortiquage du sentiment ou du vol du papillon, voilà, qui va me plaire. Ouais. J'adore cette idée que tu viens de dire de ne pas avoir envie que ça se réalise finalement, de voir ton livre t'échapper et de ne pas avoir envie que cette vision se réalise à nouveau. C'est intéressant comme phénomène pour un écrivain. Alors qu'en principe, on imagine qu'un écrivain adore, par exemple, relire son livre, ou en tout cas aime particulièrement son livre parce qu'il y décrit avec de belles formules. Et clairement, l'art de la formule, tu l'as, c'est indéniable, c'est impressionnant à quel point parfois tu cisailles les mots, tu cisailles les émotions. Mais je reviens sur ma question initiale, tu viens de dire quelque chose de très intéressant. Tu as véritablement envie de ne pas y croire, de ne pas croire à ce que tu écris. Bah, j'aimerais bien qu'il ne se soit pas passé toutes ces affaires. C'est ce que je disais un peu sur... on nous montre des choses qui se sont vraiment passées et on en rit au bar avec une bière et nos potes. Alors qu'on devrait s'offusquer. Bon, après, on n'a effectivement pas tous le temps de s'offusquer. On peut pas faire des manifs tous les jours, mais ça serait bien qu'on n'y croit pas, en fait, ou qu'on refuse d'y croire, ou qu'on démantèle les mensonges et qu'on arrête de. Alors, je pense qu'il y a une partie des mensonges politiques où on sait pertinemment que c'est des mensonges, c'est juste qu'on n'a plus le temps d'y faire attention. Mais comme je le disais, moi, ce qui m'a saisi, je pense, dans certaines affaires politiques, c'est à quel point la réalité est dite quand on dit à la télé. Euh, Mon mari n'a pas besoin d'un gun sur la tempe de sa collaboratrice pour avoir ce qu'il veut. Eh bien, c'est excessivement cru, mais vrai. Et j'aimerais bien, en fait, que c'est pas tant qu'on y croit ou pas que j'aimerais, c'est que certaines vérités n'existent pas. Alors, j'ai une part de naïveté comme Roxane, j'ai une part de peut-être de déni en moi, mais j'aimerais bien que cette réalité n'existe pas. Pour autant, je l'ai vue, je l'ai lue, je l'ai revue dans des reportages, je la retrouve sur Internet quand je trouve des articles pour composer ce livre. Et je te dirai pas lesquelles, mais plusieurs des phrases que tu as citées de la bouche de Roxane ou de la bouche d'autres personnages dans ce livre sont des phrases qui ont été réellement prononcées par des personnes politiques. Alors, il y en a une que je peux vous dire, le reste, je vous laisserai trouver en lisant, mais quand tu disais tout à l'heure que l'idée, en fait, quand il y avait des problèmes juridiques, c'était de susciter une affaire dans une affaire pour qu'on oublie l'affaire principale et qu'ensuite on fasse une affaire dans l'autre affaire. Ça a été prononcé par un homme politique très connu qui se faisait embêté par les journalistes qui lui disaient mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur telle affaire? Et en fait, il expliquait la méthode pour qu'on oublie un petit peu les trucs. Il y a des méthodes et on nous apprend ces méthodes, pas à ce point-là, évidemment, on nous apprend pas à être hors la loi quand on fait des études de sciences politiques, mais on fait beaucoup de cours et d'heures de travail autour du charisme, autour de l'argumentation. Après, il y a des gens qui décident de mal les utiliser. Et quand je dis mal, c'est vraiment au sens moral. Bien peut-être sur le sens des affaires et l'argent. Et puis voilà, le monde tourne comme ça, mais bon, ça j'y peux rien. Euh, mais ça existe, et ça existe dans des proportions folles, et ça existe par des gens qui se lèvent le matin en oubliant qu'ils ont ce pouvoir et ou en l'exerçant à un escient qui les enrichit. Voilà, c'est aussi bête que ça. J'ai l'air d'extrême gauche hein, quand je dis tout ça, mais je suis assez modérée en vrai, mais c'est vrai que le sujet du discours, en fait, m'a vraiment fascinée. C'est pas tant montrer du doigt des politiques, et c'est pour ça que j'ai pas mis le nom dans le livre, c'est que je m'en fous qu'ils soient de gauche ou de droite. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est
toucher négativement, c'est l'utilisation du discours, des mots, de la phrase, alors que le travail d'écrivain, c'est comment dire, d'extraire la vérité d'une phrase du mieux possible, de jouer avec les mots, mais dans un sens beau, dans un sens de faire vivre au lecteur une belle expérience. Et je trouve que c'est peut-être le contraire, en fait. Le discours politique qui va mentir, c'est exactement le contraire d'un beau livre. Et l'autre personnage qu'on pourrait qualifier d'immatériel finalement, ce que j'ai trouvé en tout cas, c'est la justice. Cette épée de Damoclès tout au long du livre qui est là, qu'on sait à quel point la justice va sévir à un moment donné, mais elle est là tout le livre. On sent qu'il y a une tension, qu'il y a quelque chose d'extrêmement palpable sur la légalité, enfin, l'illégalité plutôt, et les actions des protagonistes. Cette tension-là, justement, c'est quasi... Alors, on va pas dire que c'est un thriller, mais Benjamin parlait de vaudeville la dernière fois. C'est vrai qu'il y a des allures de vaudeville politique, mais en même temps de thriller. Il y a beaucoup d'éléments. Il n'y a pas de cases pour ce livre-là. Et tant mieux d'ailleurs, j'aime pas les cases. Mais je trouve que tu laisses planer aussi cette justice-là, cette épée de Damoclès, cette main invisible qui est là, qui s'agite, parfois avec des mesures ou pas, parfois avec inefficacité, mais elle est toujours là. Elle est constamment là et c'est véritablement encore un personnage immatériel. On a l'impression que tu les multiplies aussi après la Villa Bergamote. Alors, c'est une épée de Damoclès, mais qui manque un peu peut-être de puissance au début. C'est-à-dire que, elle arrive tard, la justice. Elle arrive tellement tard qu'il y a des gens qui ont vécu cette vie-là entière, que Roxane a vécu cette vie-là entière, cette vie, ah bah j'ai fait un lapsus, vie et villa, entière avant de comprendre que il y avait un problème judiciaire énorme. Et dans la vraie vie, je vais parler de la vraie vie, quand il y a des condamnations de politiques, eh ben, je suis surprise parce que c'est rare. C'est rare et c'est récent. C'est rare en vrai par rapport au nombre de trucs qui sont commis. Et pourquoi ça n'est pas aussi bien, comment dire, comment on s'en aperçoit mieux, comment c'est mieux jugé, etc. Moi, je pense que la justice, globalement, fait son travail. Mais je pense que, effectivement, que ce soit des éléments de langage, la façon dont les lois sont formulées, ou la bonne connaissance de certaines pratiques et certains dispositifs par l'ensemble des politiciens qui va choisir de les utiliser à mauvais escient, eh ben, fait que des faits ne sont pas pris pour ce qu'ils sont. Et ensuite, on tourne quand même pas mal souvent autour du pot quand on fait un jugement pour certains faits politiques. Donc là aussi, il y a un sujet de mots et un sujet de réalité. Les mots ne veulent plus vraiment dire ce qu'ils veulent hein, dans le langage judiciaire. C'est pas de la faute forcément des juges et de la justice, mais c'est pour ça que ça met longtemps à arriver. Et comment dire? Ça, c'est resté immatériel effectivement dans le livre pour moi parce que c'est assez difficile d'expliquer comment cette fois-ci, ils ont parvenu à condamner ce couple politique. Pourquoi cela cette fois-ci? Et pourquoi pas la plupart des autres qui s'en sortent pas trop mal. Et je pense qu'il y a aussi justement une question de charisme et une question culturelle, parce que le couple dont je parle, c'est pas le haut du panier en fait. Certes, ils ont beaucoup d'argent, certes, ils ont réussi des choses importantes, obtenir des villas, etc. Mais c'est pas les plus grands de ce monde-là. C'est un peu le bas du panier de ce genre de caste, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont été poursuivis, parce que leurs potes les lâchent. On le voit aussi dans le texte. Il y a des amis hein, à ce couple qui sont plus haut placés et qui vont les laisser tomber. Et j'ai bien aimé aussi ce petit trait humoristique autour du fait que on est toujours mangé par plus gros que soi, en fait, quelque part. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir là que la justice soit enfin, ceux qui mangent, mais je suis pas sûre que l'histoire s'arrête là, en fait. Je suis pas sûre qu'il n'y ait pas derrière des répercussions, que ce soit pas des négociations qui aient eu lieu pour qu'on les condamne eux et pas d'autres. Mais bon, ça, après, je vous laisse interpréter journalistiquement et politiquement tout le reste. Et puis, pour finir, avant de te poser les deux questions récurrentes pour chaque auteur, il y a une véritable dimension mélancolique, voire tragique dans le roman.
Tu as décidé de le faire en 14 chapitres, ça aurait pu être en 3 ou en 5 comme une tragédie. Est-ce que ça a été évoqué ou pas? Mais c'est vrai qu'il y a c'est une véritable tragédie au sens strict du terme peut-être. Est-ce que ça a été question de modifier peut-être la structure ou pas? Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu as évoqué ce sujet-là avec Benjamin peut-être? Alors la structure, elle est par chapitre parce qu'en fait, ça se passe à chaque fois dans la villa, sauf une exception où on se retrouve dans un chalet au ski. Mais comme il se passe à peu près 20 ans et que l'action doit avancer, on se retrouve tous les ans ou tous les 2 ans dans la villa. Pour moi, c'était assez logique que ça soit linéaire, sachant qu'en plus, c'est Roxane qui va raconter 2 décennies de sa vie. Dès le départ, on sait que tout ça s'est passé et elle va revenir en arrière. Donc après, si je compliquais un petit peu plus la structure, ça allait être beaucoup d'allers-retours. Et j'ai bien aimé la notion de tragédie parce que ça donne cette dimension à la fois de suspense et aussi de malaise, de savoir dès le départ que Roxane regrette un petit peu d'avoir fait tout ça. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est l'analyse de ses regrets, c'est comment elle explique en fait que elle a eu cette chute-là et que cette famille aussi a fait cette chute tout en sachant qu'on comprend, comme vous l'avez dit, rapidement que ça se finit pas forcément de manière très très positive. Donc non, la structure, elle m'est apparue assez rapidement. En fait, j'avais des chapitres et je savais qu'il se passait des choses dans la villa. Euh, je sais pas si c'est une tragédie parce que rien n'est imposé à Roxane. Il y a plein de moments où elle aurait pu s'en tirer. Et il y a une part d'elle qui choisit de rester. Est-ce que c'est des choix forcés ou pas? Je ne sais pas, mais on n'est pas sur Antigone là. C'est quand même un personnage qui a les capacités de réfléchir et qui est tragique parce qu'elle se met elle-même des bâtons dans les roues, peut-être. Et je pense que l'effet tragique vient du fait que on a envie de la sortir de là assez rapidement et qu'on la voit faire des mauvais choix. Tu considères qu'elle a vraiment les capacités de s'en sortir? Est-ce qu'elle n'est pas prise dans un engrenage finalement un peu vénal, un peu matérialiste, un peu... Est-ce, est-ce qu'elle a vraiment la possibilité de s'en sortir psychologiquement? Est-ce qu'elle en a la force? Dans la force, je pense pas. La capacité, c'est toute ma question en fait. Je vais tourner autour du pot sur ta question, Anthony, parce que je pense que je me suis interrogée tout le long du livre. Je pense que j'ai envie qu'on s'interroge sur ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste? Finalement, quand elle part, on est quand même déjà au bout du bout de ce qu'elle peut supporter. Je ne sais pas. C'est une question vraiment qui me perturbe aussi. Je pense que c'est pas tout noir ou tout blanc déjà. Et le fait que certaines violences perdurent dans le temps, et là je prends l'exemple des violences femmes-hommes qu'on connaît depuis quelques années maintenant, je pense que ce système-là a perduré d'autant plus que des gens sont gris clair, gris foncé, et qu'il y a des nuances, etc. Et qu'on ne peut pas être seulement d'un côté ou de l'autre. Roxane, elle subit beaucoup, euh, mais elle se satisfait à un moment de subir. Elle a les armes pour décrire ce qu'elle vit et je ne sais pas, moi, ce qui fait que ça ne se transforme pas en capacité d'agir, en fait. Et je trouve ça c'est très pertinent comme question parce que c'est aussi un grand mystère de la vie, hein, au-delà du personnage. Euh, je ne sais pas ce qui fait qu'on bascule dans la violence complète ou dans le fait de s'en sortir. Ça me fascine beaucoup comme question pour le coup. Peut-être parce que moi aussi j'ai traversé un chemin d'enfance, d'adolescence qui était plutôt dans des zones défavorisées et je pense que j'ai eu face à moi des choix où je pouvais me dire ben, je deviens Roxane ou pas en fait. Je caricature un petit peu mais j'ai dû faire ces choix-là, j'ai vu des gens les faire dans un sens comme dans l'autre et je trouve que la frontière est très mince. Et en fait, Roxane, elle est peut-être retenue par la peur, parce que quand même, trouver des armes dans la maison dans laquelle on déambule avec ses enfants, c'est choquant. Elle a à la fois des états de choc et à la fois des moments où elle décide de ne pas choisir. Je me suis d'ailleurs posé la question pour savoir si ça s'était peut-être arrivé. Sincèrement, j'ai cru à un moment donné que c'était une histoire personnelle, intime. Alors, peut-être pas dans la sphère hautement politique comme c'était le cas, mais pourquoi pas? Ça aurait pu être une grande révélation, je ne sais pas, mais non. Mais je me suis posé la question tant c'est frappant, en fait, c'est tellement juste.
que j'ai trouvé qu'il y avait véritablement quelque chose peut-être. En fait, qu'est-ce qu'il y a de Roxane en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de Roxane en toi? Et deuxième question sous-jacente, qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Est-ce que tu t'es posé la question et est-ce que tu as une solution ou pas? Ou tu ne peux pas avoir la solution? Alors, déjà, je peux pas avoir la solution universelle. Ça, c'est évident parce que ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est à quel point des micro-détails peuvent faire basculer un destin, en fait. Comme la goutte d'eau sur le nez de la biche dans Biche fait basculer son destin. Pour Roxane, il y a plein de petits moments où le destin peut arriver. Ou au contraire, des moments où le destin est en gros face à elle et elle décide de pas l'écouter du tout. Ce qu'il y a de Roxane en moi, c'est assez simple. Je pense que j'ai observé peut-être ce moment où des personnes vont s'unir pour des raisons qui ne sont pas uniquement de l'amour. Et je suis assez, comme on en parlait tout à l'heure, surprise, voire choquée par l'ampleur des autres questions que l'amour qui peuvent unir un couple. J'ai comment dire, un fond peut-être très naïf, hein, mais c'est vrai que très romantique plutôt. Et c'est vrai que j'ai observé des gens voilà, s'unir pour des raisons financières, entrepreneuriales, etc. Et la question du est-ce que le mariage et le couple c'est un contrat ou est-ce que c'est par amour, et ben elle s'est posée autour de moi. Donc c'est des sujets sur lesquels j'ai déjà pu me poser des questions. Et je pense aussi que ça a pu m'arriver de côtoyer des hommes qui pensaient que l'argent ferait l'affaire et suffirait à tout organiser, mais non. Voilà. Très bien. Alors justement, en parlant de destin, je pose cette question à chaque invité depuis quelques jours, depuis 2025. Si tu pouvais échanger ta place avec un personnage de fiction pendant une journée, qui choisirais-tu et est-ce que tu changerais sa destinée? Moi, j'ai commencé par réfléchir à la deuxième partie de ta question en premier. Je pense que si je pouvais devenir n'importe qui, déjà, je ne changerais pas le destin parce que on aime les personnages parce qu'ils vivent ce qu'on lit en fait. Et c'est pas parce qu'il leur arrive des choses négatives qu'on doit moins les aimer. Et je pense que l'expérience d'être un de ces personnages ne serait jamais complète si on vivait pas entièrement son destin. Donc même si j'avais choisi un personnage à qui il arrive des énormes drames, j'aurais plongé la tête la première dans le destin négatif. Et le personnage que j'ai envie de choisir, et c'est pas très profond, mais c'est assez vrai. J'ai pensé tout de suite à Ginny Weasley dans Harry Potter. Moi, j'aimerais bien être Ginny parce qu'en fait, à la fin des 7 tomes, elle est joueuse internationale de Quidditch. Et franchement, j'aimerais trop essayer ça. Puisque c'est que pour une journée, autant faire un truc vraiment, vraiment chouette. Parce qu'on n'a pas le temps de changer le monde en une journée, sauf si on a des super pouvoirs. Mais je crois que moi, si j'avais des super pouvoirs, le temps de les apprivoiser, j'ai plus de chances de crever pas mal de personnes et de brûler la Terre entière. Et donc, je jouerai au Quidditch toute la journée. En plus, au poste d'attrapeur, c'est quand même quelque chose, c'est le meilleur. Et donc, j'aimerais bien être Ginny, qui en plus a plein de frères, une belle famille. Voilà, sa vie est bien. Et moi, j'ai vraiment grandi avec Harry Potter, hein. J'avais le même âge que les personnages quand les livres sortaient, donc ça a marqué mon enfance complètement. Et puis, on parle souvent du trio Ron, Hermione, Harry, mais Ginny, elle a quand même un destin super cool. J'adore cette réponse. En effet, alors on mettra sur ta future biographie de prochain livre surfeuse et joueuse de Quidditch. Dans mes rêves, ouais. J'espère que Benjamin pourra faire ça s'il te plaît pour moi. Deuxième question, c'est de choisir un livre ou un auteur méconnu, puisque Vlil fait aussi la part belle aux auteurs qui sont peut-être moins connus médiatiquement, mais qui ont un talent inné pour l'écriture. Qui as-tu choisi comme auteur ou comme livre que tu aimerais remettre en avant? Quelqu'un qui t'a forgé dans le passé. Alors, j'aimerais te parler d'une écrivaine américaine qui est pas très connue en France, mais qui a fait 2 romans assez superbes. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai lu le premier quand j'ai commencé à lire. C'est un des premiers livres que j'ai lu, et parce que j'ai lu assez tard, hein, à la vingtaine. Et elle a écrit son deuxième roman quand j'ai commencé à écrire, donc ça m'avait fait un petit rappel assez fort que cette personne existait. Elle s'appelle Tupelo Asman.
Hasman. Elle est publiée chez Christian Bourgois Éditeur. Et c'est une écrivaine américaine qui parle dans ses deux romans de jeunes adolescentes qui vivent un peu dans ce que j'appelle la zone. Alors la zone, c'est quoi? Le premier roman, en fait, c'est tout simplement un terrain de caravane. Et l'héroïne du premier roman, qui s'appelle La Fille, s'appelle Rory. Et Rory vit en fait sur un terrain de caravane avec sa mère. Qui est barmaid dans un bar qui s'appelle le Truck Stop, donc l'arrêt des camions. Donc en fait, tous les routiers s'arrêtent dans ce bar. Donc elle n'a pas vraiment un profil d'héroïne typique. C'est écrit à hauteur d'enfant, à hauteur d'adolescente, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les origines de Roxane, et puis les miennes aussi, évidemment. C'est un livre qui m'a énormément touchée parce que c'était la première fois que je lisais un livre dans lequel l'héroïne était sur un terrain social défavorisé avec une sorte de maltraitance, mais ne rêvait pas du prince charmant pour s'en sortir. C'est un... Enfin, vous imaginez l'Amérique profonde, un terrain de caravane, vous êtes une jeune fille, vous vivez dans un trailer et votre mère est barmaid et donc forcément subit différentes violences économiques, sociales, etc. La petite s'en sort parce qu'elle est forte en orthographe et forcément, ça a résonné un petit peu en moi, même si moi je fais des fautes alors qu'elle vraiment zéro, zéro, zéro. Et en tout cas, quand j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment, vraiment bouleversée parce que c'était la première fois que je lisais un livre qui était beau alors que c'était la dèche. C'est-à-dire que souvent on fait du beau avec du beau et du dramatique avec du dramatique. Et là, j'ai été bouleversée en fait par la beauté du texte, par la beauté des personnages, par leur caractère, leur courage, leur charisme, alors qu'ils vivent des choses vraiment super dures. Et Tupelo Asman a récidivé quelques années plus tard. Donc, quand j'ai commencé à écrire, elle a sorti un livre qui s'appelait Des dieux sans majuscules. Et là encore, c'est un contexte d'Amérique profonde, un petit peu différente. C'est en Californie, mais pas du tout côté palmier-plage, plutôt côté chrétien fervent, décharge, etc. Et il y a une gamine qui vit près d'une décharge de pneus, en fait, et sa mère est décédée, son père est à côté de la plaque. Et en fait, elle a une bande d'amis qui est assez marrante, qui se surnomme entre les têtes de bite et qui vont faire les 400 coups, et ça va l'aider, en fait, à survivre, à surmonter son adolescence. Et je pense que le thème, évidemment, de la lecture et le thème de l'amitié, c'est vraiment peut-être mes préférés. Et ces livres sont complètement saisissants. Je vais écrire le nom dans le chat parce que Tupelo Asman, c'est pas très facile à comprendre comment ça Ça y s'écrit est, ou on l'a comment ça fait, se on l'a fait. prononce. On Vous l'a l'avez fait. fait. Ouais, merci. Je remets, voilà. Et je pense que ces livres m'ont bouleversée parce que ouais, c'est la première fois que je lisais. En fait, bon, déjà, on lit pas souvent des livres avec des héroïnes enfin, à cette époque-là, donc dans les années 2000-2010, il n'y en avait pas encore tant que ça. Et des héroïnes qui étaient en galère, il n'y en avait pas beaucoup non plus, ou alors c'était des filles qui finissaient putes. Et en fait, il y avait pas beaucoup il y a pas beaucoup de destins ultra positifs qui sont pas automatiquement labellés transfuges de classe, etc. Et en fait, c'est une façon de remettre à nouveau les gens dans des cases qui m'énerve particulièrement. Et j'avais envie aussi de peut-être de me dire que j'avais vécu moi des belles choses dans une enfance abîmée peut-être. Et c'est ce que j'ai trouvé dans ces personnages-là, dans Rory notamment, dans le livre La Fille, parce que elle aime sa mère, elle aime son enfance, elle s'en sort quand même, mais il n'y a pas forcément de supériorité financière ou de valeur entre ce qu'elle vit, ce que les autres vivent. Et c'est plutôt une question de, comment dire, ouais, de vivre l'instant présent. Et ça m'a touchée. C'est la première fois que je voyais ça dans un livre. Voilà, donc elle a été traduite très bien d'ailleurs. Et c'est une écrivaine qui a sorti que ces deux livres-là. Donc ensuite, je sais qu'il y a plein de romans aujourd'hui dans lesquels on peut trouver des enfances abîmées. Je pense là au magnifique My Absolute Darling, ou alors au livre de Sarah Jolien Fardel qui est sorti en 2022, la même année que Biche. Ces livres sont tous très très beaux, euh, mais pour moi, le sujet du drame prend toute l'ampleur du texte, alors que dans La Fille, ce qui est beau, c'est que bah, on parle vraiment de Rory, de cette gosse-là, et, et ce qu'elle vit, en fait, les choses trash ne sont pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est elle et c'est ses amis, et ça, c'est chouette. Voilà. C'est un petit peu ce que tu fais également, puisque là, pour le coup, le système politique
n'est pas le sujet du livre en soi, c'est davantage fixé sur Roxane et sur ce qui traverse dans son esprit. Pareil pour Biche, finalement. Il y a véritablement une filiation, peut-être, entre vous. Et je trouve que c'est en tout cas une superbe référence. Merci, Mona. Eh bien, on va terminer cette rencontre avec un deuxième extrait que tu nous as préparé. Si tu peux le contextualiser peut-être pour ceux qui l'ont pas forcément lu, ça dépend selon la page que tu vas choisir. Euh, Roxane commence à se rendre compte qu'il y a quelques difficultés judiciaires euh, autour de sa famille, de sa belle famille, mais donc d'elle aussi, puisqu'elle est mariée. J'allais dire avec eux, mais donc avec leur fils, mais avec eux aussi quelque part. On est dans la villa. Roxane a passé de nombreux chapitres à explorer la villa, mais elle n'a pas encore trouvé tous les secrets de cette villa. Et brusquement, quand elle ouvre la porte et qu'elle s'approche d'un bureau qu'elle ne connaissait pas jusqu'ici, elle va trouver un nouveau secret dans cette villa qui va malheureusement accélérer sa perte. 3, 5, 7, 357. Le Magnum 357 repose dans un tiroir. Ce prélat allègre entre des chaussettes en fil d'Écosse, présence incongrue dans la moiteur permanente. Le gun, lui, semble à sa place. Une pièce bordée de meubles de bois foncé, quelques boîtes à Havane précieux disséminées sur les étagères, protégées du climat tropical. Des ouvrages aux belles reliures, des chandeliers, des statuettes. Il y a donc bel et bien un bureau dans la villa. La question m'avait taraudé toutes ces années. Ici donc on travaillerait. La rumeur dit que la présence d'un bureau instaure un argument en cas de contrôle fiscal. J'ai identifié le lieu. Enfin, en cherchant un coup de papier, ouvrir quelques lettres, je pensais à des faire-part. Le courrier était à mon nom, peu d'autres options possibles. C'était la première fois que je parcourais la maison en entier. Le labyrinthe des portes et des couloirs, l'exploration. Au fond d'une galerie blanche et mate, par-dessus le dallage de briques diaphanes, j'ai trouvé l'entrée magistrale. La porte n'est pas fermée à clé. Elle m'attend, moi l'éternelle spectatrice. Je la pousse, insérant dans l'entre-noir mon ventre bombé le premier, 8 mois et demi de tétard. C'est un leurre pour le danger. Je m'engouffre dans la pièce, titubant sous le poids de la famille. J'allume. 100 mètres carrés de cachette, de luxe, magnifique. Sans fenêtre sur l'extérieur, une planque mafieuse et des murs clairs. Sur le bureau de noyer massif, un ex-libris, de l'encre, un seau et du papier à lettres. Un carnet pour prendre des notes, couverture grenat que je n'ose pas feuilleter. J'ouvre un premier tiroir. Du papier, beaucoup, des touches de rechange pour une machine à écrire. Dans le second, un parfum de femme. C'est Chanel numéro 5, un tiers entamé, je me demande pourquoi. Dans le troisième tiroir, de haut en bas, sur une ligne verticale, cette boîte, posée sur des tissus de coton, tout à fait le genre à contenir ce que je recherche. Mais ce n'est pas cela. J'ai ouvert délicatement les attaches de métal. L'arme est déposée dans le creux d'un chiffon de soie bleue de cobalt. Merci, Mona. Merci infiniment pour cette rencontre et pour ton analyse à chaque fois si fine, si subtile de ce que tu écris. C'est pas toujours le cas. Les écrivains sont pas toujours habiles pour parler de leurs livres. Toi, tu le fais à la perfection et on rentre à chaque fois un petit peu plus dans ton écriture, dans ta littérature. Ce n'est que le deuxième roman, mais on a l'impression que c'est déjà le 50e. On te souhaite la plus grande des carrières, vraiment, parce que tu es une écrivaine à part, singulière et avec un style. On n'a pas parlé de l'humour, mais il y a beaucoup d'humour évidemment dans le roman, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'humour, mais on peut appeler ça peut-être de la satire, beaucoup d'ironie, beaucoup de punchline, beaucoup d'art euh, de la formule en fait. Tu es une véritable danseuse des mots et je trouve que tu arrives à faire de l'humour dans un tel roman, c'est quand même pas rien, alors que l'ambiance était quand même extrêmement délétère et glauque. On te remercie vraiment beaucoup et je le remontre, il est là, Villa Bergamote, aux éditions Bouclard de Mona Messine. Merci infiniment, Mona. Merci Anthony pour cette douche de compliments, mais aussi pour toute la rencontre. Et merci à tous d'être venus et voilà
Pour tous ceux que ça inspire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, à poser d'autres questions si si vous en avez envie pour Bouclard et pour moi. Et faites vivre avec nous ce livre que j'ai adoré écrire. Merci, Merci à Mona. tous. Au revoir. Au Au revoir revoir. à tous.